Bonjour à tous, mesdames et messieurs, bienvenue une fois encore à cette émission Droit de réponse, votre émission de débat et de principes et de décryptage des principaux sujets parus dans la presse en semaine. Le Cameroun a célébré hier samedi la 45e édition de la Fête nationale de l'unité. Plusieurs sujets donc meublés cette fête dans la presse cette semaine. La presse qui est revenue sur cette fête de l'unité toute la semaine, mais également un peu avant. La plupart s'étant focalisés sur des questions liées au vivre ensemble et à la cohésion nationale. La presse donc a estimé cette semaine que l'unité nationale était peut-être un mythe et d'autres ont pensé que c'était une réalité. Ce sont des questions qui ont meublé les journaux toute cette semaine. La presse de manière globale s'accorde à dire que si cette unité nationale a existé, elle est fortement menacée à ce jour et que la non-participation de certains partis politiques à la grande parade du 20 mai hier en est un indice. On parlera donc de cette unité nationale dans cette édition de Droit de réponse. Dans la presse cette semaine également, la grève des dockers au port autonome de Douala. Ces travailleurs manutentionnaires ont entamé depuis le 12 mai dernier une série de mouvements d'humeur pour dénoncer les conditions de travail précaires. Cette semaine, la presse est également revenue sur le sujet. Les mouvements d'humeur entamés depuis le 12 mai se sont poursuivis toute cette semaine et ces travailleurs sont sortis pour crier leur colère et demander que ces conditions de travail soient revues et également améliorées. Une situation qui est venue remettre au goût du jour la problématique de la précarité de l'emploi cette semaine. Voilà donc, mesdames et messieurs, les sujets qui vont nous accompagner durant toute cette émission de Droit de réponse. Mais vous le savez, avant de vous présenter le panel qui nous accompagne pour ce dimanche, on fait un tour de revue de presse avec Flavien Ndongo pour voir et comprendre comment est-ce que la presse a traité les sujets retenus. Bon dimanche à vous, Flavien. Bonjour et bonjour à tous les invités. Merci d'être avec nous. Alors, on fait cette revue de presse, un grand zoom donc sur l'unité nationale, la 45e édition qui s'est célébrée hier avec des questions autour de la cohésion nationale, du vivre ensemble, mais également la grève donc des dockers, je le disais, qui est venue remettre au goût du jour la question de la précarité de l'emploi au Cameroun. Alors, voyez-vous, la presse parlait déjà ou donnait les couleurs de même de cette célébration. Alors, la célébration, en tout cas du 20 mai, il y a quelques jours, donc tout au long de la semaine qui s'est écoulée, la presse cette semaine, la Nouvelle Expression notamment, fait savoir que le Social Democratic Front a rabroué le sous-préfet de Mbanga qui a voulu donc imposer le défilé du 20 mai donc aux élus locaux du Social Democratic Front qui avaient, selon la hiérarchie de leur parti, annoncé le boycott du défilé cette année encore. Le président régional du Social Democratic Front pour le littoral n'a pas digéré que le sous-préfet de Mbanga abuse donc de son autorité à ce sujet. Une leçon de l'éducation civique et même du civisme a été donnée donc à l'autorité administrative par le député social-démocratique Front du Voré-Est. Info Matin, le sous-préfet a donc évoqué le décret du 16 septembre 1976 fixant les règles de protocole à observer en matière de cérémonie publique pour expliquer sa position vis-à-vis donc du social-démocratique Front qui a annoncé le boycott du défilé du 20 mai. Une position balayée du revers de la main par la hiérarchie du Social Democratic Front pour le littoral. Le journal SDF Echo a donc d'ailleurs proposé tout un dossier pour donner les raisons et même la non-participation de ce parti politique au défilé du 20 mai. Pour SDF Echo, on ne peut pas parler donc de l'unité nationale alors que toutes les régions du Cameroun ne sont pas en paix. Le chairman dans le journal évoque même la crise anglophone et même la question de l'insécurité au Cameroun qui sont entre autres donc des facteurs défavorisants de l'unité nationale. L'Œil du Sahel, pour sa part, parle donc des entorses qui entachent d'ailleurs l'unité nationale, le repli identitaire, le déséquilibre entre les régions qui constituent donc ces entorses qui mettent en mal la cohésion nationale. Dans les réactions donc proposées par l'Œil du Sahel, professeur Claude Abbé, sociopolitiste, révèle que l'unité nationale reste encore une donnée donc à construire dans notre pays. La Nouvelle Expression, dans l'une des séparations de cette semaine, voyez-vous, Albertine parlait donc de cette difficulté rencontrée par les populations, parlant notamment de l'unité nationale et même de la cohésion et même du vivre ensemble aussi. Le journal cite donc la désinformation d'abord, et parle également de discrimination aussi, avec notamment des frustrations et même l'injustice qui, selon le journal, sont des cailloux qui freinent donc l'unité nationale. Et c'est ce qu'on a pu constater lors de cette célébration. C'était samedi dernier, c'était le 20 mai. Info Matin, dans l'une de ses parutions également de cette semaine, en parlant donc de l'unité nationale, a demandé si c'est un mythe, si c'est donc un mythe ou une réalité. Donc
Donc, comme pour dire que les revendications des enseignants, des médecins, des avocats ne sont que des facteurs, des risques de la non-existence de l'unité nationale au Cameroun. Le journal Info parle plutôt donc et aller chercher dans les tréfonds même de ce que Amadou Ahidjo avait laissé, l'ex-président du Cameroun, qui proposait donc comme solution pour mieux asseoir l'unité nationale à travers donc le bilinguisme et le multiculturalisme, tout en rappelant que le problème anglophone existe depuis des années. Le journal L'Info a donc proposé le discours du président Ahidjo pour faciliter donc la compréhension de ce sujet donc aux téléspectateurs. Des déboires que le Cameroun traverse aujourd'hui, en ce moment, un discours prononcé le 24 juin 1977 lors de l'inauguration du lycée bilingue de Yaoundé. Donc voilà un peu ce que la presse a pu dire sur cette question de l'unité nationale, le traitement diversement fait par les journaux de cette semaine qui s'achève. Autre sujet, le second bien entendu de cette autre édition de Droit des réponses, c'est également la grève des dockers au port autonome de Douala. Voyez-vous Albertine, la presse écrite donc ne s'est pas trop intéressée à cette autre grogne, mais le journal L'Info dit connaître donc les instigateurs même de cette grève des dockers au port autonome de Douala. Pour l'hebdomadaire, les aconniers nationaux, le secrétaire général du JPAC et certains même leaders des syndicats bénéficiaires donc du trafic des cartes blanches sont accusés de financer la grève qui secoue le port autonome de Douala depuis quelque temps. C'est pratiquement tout un dossier que le journal a proposé cette semaine pour faciliter la compréhension également de ce sujet donc aux téléspectateurs et même aux lecteurs aussi. Voilà ce que la presse propose et j'imagine qu'au cours de cette édition, vous parlerez également de l'insécurité avec notamment l'attentat suicide survenu vendredi donc dans l'extrême nord et aujourd'hui ça fait pratiquement 3 ans que le Cameroun vit donc dans cette situation. Ça fait problème, il faut faire le point. Exactement, Flavien Dongo, merci pour cette revue de presse et comme vous l'avez dit, nous ferons donc un clin d'œil à ces forces de défense qui sont engagées dans la lutte contre Boko Haram depuis 3 ans et justement on parlera de cet attentat survenu vendredi encore à l'extrême nord du pays. Et ce sera bien sûr avec nos panélistes de ce dimanche. Je m'en vais vous présenter donc ces panélistes-là. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir ce jour Édouard Fauchivé. Bonjour et merci d'être sur notre plateau. Merci de nous avoir. Alors, vous êtes économiste des transports, président du GEPAC, le groupement professionnel des aconniers du Cameroun, également militant du RDPC. C'est ça, c'est ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-Robert Wafo, bonjour et merci d'être là. Bonjour Albertine, bonjour à les spectateurs de Droit de réponse. Vous êtes ministre du Shadow Cabinet, ministre de l'Information et des Médias du Shadow Cabinet, adjoint au maire de la commune de la 2e, militant du SDF. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alain Djipou, bon dimanche à vous. Bon dimanche Albertine et bonjour à tous vos téléspectateurs. J'ai été encore une fois ravi par votre invitation, surtout que celle-ci arrive dans un contexte où je viens d'être auréolé meilleur journaliste de la presse écrite l'année 2016. Donc, je commençais à me poser des questions. Pourquoi je ne suis pas passé à votre réponse depuis un certain temps, alors que je viens de recevoir un prix. Donc, je crois que l'impair est réparé. Nous rattrapons très bien. Félicitations à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous l'avez dit, vous êtes journaliste, vous êtes d'ailleurs grand reporter et vous êtes en service au quotidien Le Messager. C'est bien cela. Alors, il est toujours avec nous ce dimanche. Bonjour Edmond, merci d'être là. Bonjour Albertine, je salue les copanélistes et je félicite mon ami et confrère, n'est-ce pas, Alain Djipou pour le prix qu'il a reçu et qui fait la fierté, n'est-ce pas, de ce métier. Alors, pour ceux qui ne savent pas, vous êtes consultant pour notre émission Droit de réponse. Vous êtes également journaliste émérite en service, donc, à la nouvelle expression, chef service politique et politique internationale. C'est le cas. Nous allons aller très rapidement sur ce sujet qui concerne l'unité nationale. Nous le disions tout à l'heure, le Cameroun a donc célébré hier la 45e édition de la fête de l'unité nationale. Je le disais, l'édition 2017 du 20 mai s'est célébrée dans un contexte marqué par plusieurs tensions, non seulement ces tensions dans la partie anglophone du pays, mais également plusieurs tensions sociales, marquées donc par des revendications à n'en plus fini dans quasiment tous les corps sociaux. La cerise sur le gâteau cette année, c'était donc cet appel à la non-participation au 20 mai, lancé par quelques partis politiques de l'opposition qui n'ont donc pas pris part à la parade hier. Une atmosphère qui fait dire à plusieurs observateurs que plus que jamais l'unité nationale est à rude épreuve au Cameroun.
Edmond Kamga, on va commencer avec vous. Alors, toute cette semaine qui s'achève, je le disais, la presse est revenue sur cette 45e édition de la Fête de l'Unité nationale. Et globalement, elle s'accorde sur le fait que l'on traverse une période très délicate. Parlons justement de cette unité. Est-ce que vous êtes d'accord avec la façon dont la presse a axé ses analyses cette semaine? Vous savez, la presse est le pouls de la société. C'est comme un miroir que l'on présente dans la rue et qui reflète en réalité la température de la société camerounaise. C'est dit qu'en réalité, la presse camerounaise, dans son ensemble, presse privée, presse d'État, médias publics, ils ont analysé les situations, parce que les situations sont nombreuses. Elles sont sociales, elles sont politiques, elles sont économiques. Et cela a trait globalement au vivre ensemble, pour l'essentiel, depuis plusieurs mois dans ce pays. Ces situations ont également un lien direct avec la situation économique que traverse le Cameroun et qui a un impact grave sur la gestion au quotidien, la réalité que vivent les parents d'élèves, que vivent les ménages, parce que le panier de la ménagère est de plus en plus sobre, n'est pas assez fourni. Il y a les produits de première nécessité dont les prix augmentent encore au lieu de baisser. Il faudrait que de ce côté-là quelque chose soit encore fait. Il y a également, sur le plan politique, et c'est ça le plus intéressant aujourd'hui, avec ce qui est convenu d'appeler la crise anglophone, qui est en réalité un problème national, je l'ai déjà dit sur ce plateau, pour exprimer, n'est-ce pas, et ce que la presse a dit, parce que la presse a davantage commenté et questionné l'unité nationale au Cameroun. Est-ce que les Camerounais sont unis ou pas? Une bonne partie de la presse, notamment la presse privée, donne la parole aux experts, aux partis politiques, aux membres de la société civile, qui démontrent pour la plupart qu'il va falloir repenser l'unité nationale au Cameroun, qu'il va falloir ouvrir un débat, qu'il va falloir amener les Camerounais à vivre dans la cohésion sociale qui n'existe plus. Il y a comme une fissure dans la société de plus en plus. Et par contre, les médias publics, notamment la CRTV et Cameroun Tribune, pour l'essentiel, ont fait une série de reportages ces derniers temps pour démontrer que le vivre ensemble est réel, qu'il n'y a aucun problème. Ils ont même répondu à des questions qui n'étaient pas posées, parce qu'en réalité, francophones et anglophones n'ont aucun problème. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun problème. C'est dans les relations, c'est dans les rapports entre les populations dites anglophones et l'État ou le gouvernement qu'il y a un problème. Et ces problèmes ont été suffisamment posés par les leaders anglophones. C'est là que se pose le problème. Alors, Alain Djipo, est-ce que vous êtes vous aussi d'avis selon lequel l'unité cette année, ou alors la fête de l'unité, s'est célébrée sous fond de désunion? C'est ce qu'on a pu lire dans certains journaux. Oui, bien évidemment, c'est malheureusement le constat qu'il faudrait faire, parce qu'on est dans un contexte de célébration marqué par des menaces, marqué par une tension sociale, marqué par des attaques au niveau des frontières. Et donc, la désunion, oui, surtout au plan politique, pour indiquer que c'est pas l'harmonie, c'est pas la symbiose entre les forces vives politiques de ce pays et l'État de Cameroun. Vous savez très bien que la célébration de cette 45e édition de la Fête de l'Unité nationale a été marqué par le boycott, il faut le dire, du Social Democratic Front, le principal parti de l'opposition au Cameroun. Et donc, les SDF qui voulaient marquer d'une pierre blanche sa désapprobation de la manière avec laquelle ce pays est dirigé. Il y a un certain nombre de problèmes dont le régime de Yaoundé n'arrive pas à trouver des solutions idoines. Et cela pose des problèmes aux SDF qui préfèrent ne pas aller dans les festivités, dans les parades, et plutôt essayer de marquer d'une pierre blanche cette célébration en décidant de ne pas prendre une part active au défilé et à tout ce qui va avec, comme il en est du 20 mai comme du 27e anniversaire de ce parti politique. Et donc, on a eu effectivement le sentiment que l'unité a été considérée comme factice, mais dans le fond, en allant dans le fond des choses, on s'aperçoit que c'est la désunion, il y a des menaces graves qui attendent même à cette unité. La paix est fragilisée au Cameroun, il faut le dire. Dans tous les domaines, c'est des tensions. Hier, c'est les avocats, avant-hier, les enseignants.
aujourd'hui les dockers, peut-être demain encore les médecins, les journalistes aussi ne sont pas épargnés. Donc vous voyez, le tissu social est fragile et cela découle, n'est-ce pas, des fractures sociales également qui sont importantes dans ce pays. Parce que à l'heure où nous parlons, figurez-vous, l'hôpital général de Yaoundé, l'hôpital général de Douala n'a pas tous les consommables nécessaires pour ne serait-ce qu'assurer des dialyses à des personnes qui sont dans la nécessité de le faire. Et donc, face à cette situation, on ne peut qu'être en crise, on ne peut être qu'en harmonie avec les pouvoirs publics qui vantent l'unité nationale, qui vantent la paix sociale au Cameroun. Alors, est-ce que la paix sociale et l'unité, c'est pas un peu... Est-ce que les deux choses vont forcément ensemble? Ça devrait aller ensemble parce qu'il n'y a pas d'unité sans la paix, il n'y a pas la paix sans l'unité. Je voudrais indiquer tout simplement que, en fait, il ne faut pas qu'on comprenne ça comme des slogans. Ça ne devrait pas être des slogans politiques ou bien des slogans creux. Notre vivre ensemble, c'est un atout que le Cameroun a toujours su préserver. C'est-à-dire que du nord au sud, de l'est à l'ouest, on se comporte comme des fils de ce pays, anglophones ou francophones, on est d'abord des Camerounais. Et donc maintenant, le problème c'est que les pouvoirs publics font tout et tout, malheureusement, je suis désolé de le dire ainsi, pour que cette unité-là soit fragilisée. Il n'y a pas des actions efficaces pour consolider ces acquis chèrement, effectivement, capitalisés. Donc moi je voudrais dire que, en fait, si rien n'est fait, le Cameroun est prêt à exploser sur le plan social, sur le plan politique. C'est tendu partout. Jean-Robert Wafo, justement, c'est un indice que la presse a soulevé cette semaine pour montrer justement les arguments selon lesquels l'unité nationale est mal, la non-participation du SDF à la parade du 20 mai hier. Est-ce que vous pensez que votre message est passé? Le message que vous voulez faire passer en ne participant pas à cet événement? Le message est passé auprès des personnes humainement bien constituées. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si vous êtes humainement bien constitué, si vous êtes un humain, si vous êtes un Camerounais, n'est-ce pas, bien constitué, c'est clair que le message est passé. Non mais écoutez, l'unité nationale se construit, n'est-ce pas, sur la base des réalités historiques, des réalités de notre histoire, des valeurs qu'on partage, ainsi que d'une vision consensuelle du futur. Mais on constate depuis que nous avons en face de nous un pouvoir arrogant, un pouvoir autiste, qui feint d'ignorer les véritables solutions, n'est-ce pas, pour décrisper, n'est-ce pas, le problème anglophone. Parce que, voyez-vous, quelqu'un l'a dit sur le plateau, il n'y a pas de problème entre anglophones et francophones. Le problème, c'est entre les anglophones et même les Camerounais et le système gouvernant. C'est là où il y a le problème. Parce que, voyez-vous, nos compatriotes anglophones, ils ont raison de se plaindre. C'est vrai que le problème est général, mais il ne faudrait pas banaliser, généraliser, comme on l'a fait par exemple en créant la commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Notre position, c'est-à-dire que de ne pas participer à ce défilé, est une grave interpellation, n'est-ce pas, à l'endroit du système gouvernant qui refuse de comprendre que si rien n'est fait dans l'urgence, il y aura une escalade irréversible. Quand ce problème a commencé, nous avons dit qu'il faut faire attention. En face de notre interpellation, qu'est-ce qu'on a constaté? Que les gens bombaient le torse. Et voilà où on en est aujourd'hui. J'ai dit, le pouvoir gagnerait, et je le dis de façon grave, gagnerait, n'est-ce pas, à organiser une conférence constitutionnelle pour qu'on regarde, pour qu'on questionne une fois de plus la forme de l'État. Parce que le centralisme qu'on voit là, c'est juste un profit juste à un groupuscule d'apparatiques qui a décidé, n'est-ce pas, de faire de la manne financière de l'État leur mamelle nourricière. Et c'est ainsi qu'ils sont en train de mettre en péril notre unité nationale. Je dis une fois de plus, si rien n'est fait, je dis bien si rien n'est fait, il risque d'avoir une déflagration de forte amplitude dont nul n'a absolument besoin
en ce moment sensible de la vie de notre nation. Nous sommes attaqués de part et d'autre, par exemple, par des groupes terroristes tels que Boko Haram qui nous ont imposé la guerre. Alors, quand est-ce que nous sommes arrivés à cette situation? Quand est-ce que cela a commencé? Avec la crise anglophone, cette détérioration de l'unité nationale? Quand est-ce que cela a commencé selon vous? Non, mais ça a commencé depuis 1972. C'est vrai que ce n'était pas encore visible. Je parle de 1972 quand il y a eu un braquage constitutionnel. Parce que voyez-vous, la constitution de l'État fédéral du Cameroun disait que toute modification qui porte atteinte à la forme de l'État est nulle et de nul effet, est irrecevable. En 1972, il y a eu un braquage constitutionnel, on est passé de la République fédérale du Cameroun à la République unie du Cameroun. Ça, c'est le premier braquage. Et bien plus tard, dans les années 1984, il y a eu un deuxième braquage constitutionnel. On est passé de la République unie du Cameroun à la République du Cameroun par une simple loi, ce qui est une hérésie juridique. Le problème s'était posé. Je me souviens que l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, est venu et le Cameroun, il a demandé qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Il a interpellé le président de la République pour lui dire qu'il faut dialoguer avec la partie, donc avec... À l'époque, bref, moi je ne suis pas... Pour moi, le sécessionnisme est à proscrit, mais il avait demandé qu'il faut dialoguer avec le SNC. Très bien. Bon, ça n'a pas été fait. Parce que, voyez-vous, les gens disent que c'est un problème de gâteau national. Même si on prend dans ce sens, Madame Albertine Bichaka, est-il normal qu'un pays qui a consacré le biculturalisme, qu'un pays qui dans la Constitution a fait de l'anglais et du français des langues d'officielles d'égale valeur, que tous les ministères, je vais prendre un exemple, c'est moi, le gâteau national, ça m'importe pas, mais puisqu'il faut qu'on en parle, je vais en parler. Tous les ministères en charge de l'éducation et de la jeunesse sont occupés par des francophones. Vous voulez que je cite? Je vais citer. Le ministère, je ne chute pas là. Je chute pas là. Très rapidement. Le ministère de la jeunesse, c'est un francophone. Le ministre de la jeunesse, c'est un francophone. Le ministre de l'éducation de base, c'est un francophone. Le ministre des enseignements secondaires, c'est un francophone. De l'enseignement supérieur, c'est un francophone. De l'emploi et de la formation professionnelle, c'est un francophone. Allons même au niveau de l'État, du protocole d'État. Allons là-bas. Très bien. Quand vous respectez les gens, je dis c'est des choses que je le dis actuellement. On reviendra. Je le dis, je ne l'ai jamais dit, mais je le dis aujourd'hui. Est-ce que je pèse mes mots? Si rien n'est fait, je dis bien dans l'urgence, il risque d'avoir une déflagration de forte amplitude dont nul n'a besoin. Est-ce que vous avez justement l'impression que cette 45e édition de la fête de l'unité nationale était une édition différente des autres, avec peut-être des pesanteurs, forte tension? Est-ce que vous pensez que c'était une édition à la limite donc, de la célébration et que le Cameroun ne se porte pas très bien? Non, il faut dire la vérité. Pas que le Cameroun ne se porte pas bien, mais cette fête s'est célébrée avec, je peux dire, dans la douleur. Vous savez, de tout ce que viennent de dire les copanélistes, je retiens quelque chose de fort. Il ne peut pas avoir d'unité sans paix, comme il ne peut pas avoir de paix sans unité. Mais lorsque nous suivons le développement de cette problématique d'unité, c'est comme si l'unité doit être portée par le gouvernement. Et le gouvernement ici, c'est le parti c'est-à-dire que l'État central. Je vais parler du président de la République avec ses acolytes autour. Voilà ce qui se dégage autour de cette table, tout de suite. C'est comme si le précurseur de l'unité nationale, c'est le président Biya avec son gouvernement. Non! L'unité nationale, c'est nous tous. L'unité, le bien, le vivre ensemble. Le ton est donné par le pouvoir central, mais en réalité, le vivre ensemble, c'est une notion périphérique. Vous avez dit, il n'y a pas de problème entre l'anglophone de Bamenda. La preuve, c'est qu'au moment où je vous parle, mes deux filles me suivent à la télé, elles sont à Buya. Elles fréquentent là-bas, il n'y a pas de problème. Mais si le pouvoir central a hérité, parce qu'il faut dire la vérité, je croyais que M. Wafo devait le dire, nous héritons de quelque chose, cette division, c'est l'héritage colonial. Mais est-ce que nous l'avions géré de telle sorte que nous prenons possession de notre unité
avec les composantes sociologiques que nous vivons. Parce que si ce n'était que le français et l'anglais, sans qu'il y ait derrière 300 ethnies, l'unité nationale ne devait pas avoir de problème. Aujourd'hui, même si c'est le Wafo qui arrive aujourd'hui au pouvoir et qui réfléchit comme ça, il n'y aura pas d'unité nationale. Regardez là où il est allé. Il est allé au niveau maintenant de la concentration du pouvoir central entre les mains des francophones. Ce n'est pas de ça qu'il faut. Aujourd'hui, si je fais la parenthèse pour dire 22 ministres de Macron contre 65 au Cameroun, vous-même vous ne comprenez pas, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Non, je crois qu'il faut être sérieux aujourd'hui et s'interroger sur qu'est-ce que le pouvoir central aujourd'hui n'a pas fait pour que le vivre ensemble soit. Qu'est-ce que le politique n'a pas fait pour que le pouvoir, pour que l'unité, le concept de l'unité nationale soit. Lorsque Alain Djipou a développé la non-participation du SDF, mais je croyais que Wafo devait dire quelque chose. L'unité nationale, ce n'est pas le défilé, ce n'est pas la participation d'un parti politique. Mais curieusement, vous allez voir, dès qu'on va dire le financement, d'aller prendre l'argent de financement de partis politiques, le SDF va aller décharger. Vous voyez? Mais le SDF ne peut pas aujourd'hui, quand on a parlé de la paix, tel que M. Djipou l'a dit, ce développement de paix, les partis politiques, nous ne les avons pas vus, nous sommes interrogés autour de cet arbre pour dire qu'est-ce que les partis politiques font, puisque un parti politique est voué à diriger demain. Qu'est-ce que les partis politiques ont fait depuis que le septentrion est touché? Disons la vérité. Partout du RDPC en descendant dans les 300 partis qui vivent. Mais le problème, c'est d'arriver au niveau du pouvoir central. Et si vous arrivez au niveau du pouvoir central, après avoir fragilisé aujourd'hui le concept de l'unité nationale, donc je crois qu'il faut s'interroger et que ne pas ramener aujourd'hui le concept de l'unité nationale au défilé d'un parti politique, mais peut-être le premier parti politique de l'opposition qui en réalité n'apporte rien, puisque M. Wafo va jusqu'à vous dire, M. Wafo va jusqu'à vous dire que si on ne voit pas bien, il y aura une déflagration. C'est lui qui a dit. Je dis, vous avez une déflagration dont déflagration. Mais par contre, besoin. M. Wafo oublie depuis 7 mois, on vous l'a dit. M. Wafo oublie que lorsqu'on est un élu, le concept de discussion, c'est qu'il y a un couloir. Il parle en tant qu'un maire. Donc il participe à la gestion de ce pays. Le SDF participe à la gestion au niveau législatif, au niveau sénatorial. Les problèmes qui doivent se poser là-bas, si, quand on a dit tout ce qu'il a dit, et qu'on démissionne, parce que si le SDF aujourd'hui, après avoir refusé de défiler pour l'unité nationale, refuse de participer au Sénat, au Parlement, nous allons prendre ça au sérieux. Parce que demain, je dis bien demain, quand il y aura financement de partis politiques, vous n'allez pas suivre le SRD. Nous n'allons pas prendre cet argent. Oui, je voudrais rapidement dire un mot à la suite de M. Edouard Fauchivé pour rappeler qu'on ne saurait dédouaner complètement le pouvoir central dans un contexte où la loi fondamentale du Cameroun dit très bien que le Cameroun était un État unitaire décentralisé. Et le problème avec cette affaire, c'est que le pouvoir central n'a rien fait justement pour accélérer la décentralisation. Parce que la décentralisation est, entre autres problèmes, qui constitue la résultante d'une certaine malgouvernance. Alors, je suis donc d'accord avec toi. Ça veut dire qu'il faut que, autour de la table, que nous attendons que plus que jamais, je suis de ceux qui pensent que la décentralisation est une solution. Il faut donc le dire. Et c'est pour ça que j'ai dit que pour ceux qui aujourd'hui concourent à... Quand on est au Parlement et au Sénat et qu'on est dans les mairies, on doit bien revendiquer. Mais curieusement, le SDF ne revendique pas. Alors que la décentralisation profite à cela. J'espère que j'aurai mon temps de parole. Et je poursuivrai donc en disant que le pouvoir central ne saurait être dédouané dans cette affaire. D'abord, un adage bien connu de tout le monde indique clairement que le poisson pourrit par la tête. Et donc, pour dire quoi? Pour dire tout simplement que la responsabilité de ce pouvoir central, c'est de faire en sorte que des actions soient implémentées au niveau local pour accélérer le développement. Parce que c'est ça qui fait en sorte que certaines fractures qu'on a dans la société se règlent. Les problèmes des anglophones, c'est beaucoup plus des problèmes de gouvernance que de vivre ensemble en réalité.
Parce qu'en réalité, entre un Bamenda et un Yaoundé, comme on le dit vulgairement, moi je ne vois pas quels sont les problèmes que les deux entités pourraient avoir. Il n'y en a aucun. Alors, mais seulement au plan politique, il y a des situations qui frustrent. Très bien. Et c'est au pouvoir central, n'est-ce pas, d'être présenté devant, d'assumer ces responsabilités-là. Et puis pour finir avec les partis politiques, je voudrais dire que effectivement, les partis politiques, c'est vrai, il faut le dire, n'ont pas pour vocation d'aller lutter contre le terrorisme dans les frontières. Ils ont pour vocation de proposer des alternatives. C'est-à-dire que quand le régime croulant du RDPC va débarrasser le plancher, qu'il y ait des solutions, qu'il y ait d'autres mécaniques qui vont se mettre en mouvement pour rapidement accélérer les choses et faire en sorte que le Cameroun vive dans le Vous avez dans le une minute pour prendre avant de passer la parole à M. Kamla. J'ai entendu M. Edouard Fauchivé parler du financement des partis politiques. Je tiens d'abord à lui rappeler que le financement est issu, issu du trésor public. C'est-à-dire que c'est pas l'argent du RDPC qui finance les partis politiques. Du contribuable. Première chose, je vous en prie. Nous avons demandé depuis, même à l'Assemblée nationale, lors des questions orales aux membres du gouvernement, qu'est-ce qu'on attend pour mettre sur pied la commission chargée du contrôle, n'est-ce pas, de l'argent qui est débloqué dans le cadre du financement des partis politiques. Parce que il faut bien qu'on dise aux Camerounais, c'est extrêmement important. Première chose, j'ai vu des journaux, n'est-ce pas, manipulés par des officines, n'est-ce pas, du RDPC. Quand ça vous arrange pas, les journaux sont manipulés. J'ai pas fini, je ne parle pas du messager, il y a des journaux. Je vous en prie, monsieur Fauchivé, ne vous surexcitez pas. Quand vous avez parlé là tout à l'heure... Allez-y, monsieur Wafo, rapidement. Alors, je dis donc des journaux, n'est-ce pas, manipulés par certaines officines. Je ne parle pas des journaux connus, c'est-à-dire que les journaux pour qui j'ai du respect. Dire que nous avons reçu 6,1 milliards de francs CFA. Mais oui, c'est depuis que nous sommes au Parlement, c'est depuis que les partis politiques sont donc financés. Mais ce que ces journaux oublient de dire, c'est qu'en 5 ans, le RDPC a 61 milliards de francs CFA. Voilà. Alors bon, vous êtes deux journalistes. Quand on veut traiter, n'est-ce pas, un article, c'est les faits qu'on rapporte. Malheureusement, ils ont fait un traitement parcellaire et réducteur. Parce que tout on parlera des financements après. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je vais dire, c'est que nous n'avons pas vocation, nous avons fait des propositions pour la lutte contre le terrorisme. Nous avons eu une posture républicaine, nous avons, n'est-ce pas, demandé qu'il fallait qu'on donne un peu plus de moyens à nos forces de défense et de sécurité qui font un travail remarquable. Le faites-vous boycotter? Nous avons boycotté et ça vous fait tellement mal et ça va davantage vous faire mal. Moi, je veux mettre des choses. Et on parlait, et le véritable problème dans ce pays aujourd'hui, c'est de questionner la forme de l'État. J'ai dit, c'est de questionner la forme de l'État, Madame Bichaka. Alain Djipou parlait, n'est-ce pas, de la décentralisation. Oui, c'est un problème. Sauf que, il faut préciser que la décentralisation a échoué. C'est-à-dire, elle est même mornée. Avant même qu'on la mette sur pied, elle était déjà mornée. Pourquoi les gens refusent la décentralisation? C'est parce que c'est parce que nous avons conscience que quand une option échoue durant 17 ans, il faut passer à autre chose que nous proposons le fédéralisme. Le fédéralisme, ce n'est pas la sécession, Madame Bichaka. Il faut qu'on le dise au Cameroun. Ce n'est non plus une panacée. Je dis mais écoutez, rapidement, pour terminer, on va passer la parole à quelqu'un de M. Wafo. Nous sommes dans le fond du problème. Nous sommes dans le fond du problème. Vous avez dit que c'était en train de conclure. Nous sommes dans le fond du problème. Alors, vous avez 30 secondes pour conclure. Et je vais vous dire pourquoi les gens refusent même qu'il y ait une décentralisation qui existe. Pourtant, c'est inscrit dans la Constitution. Vous allez le dire à la prochaine fois, vous allez prendre la parole. Vous pouvez conclure, vous avez 30 secondes, je vous en prie, pour passer la parole à quelqu'un d'autre. Pour dire que il faudrait que sur ce plateau, qu'on questionne le problème de la décentralisation. Parce que j'ai des choses à dire, moi j'ai pas des choses à dire. On en parle maintenant. Nous allons le dire sur ce plateau. Edmond Kamga, alors on a suivi Monsieur Wafo justement, Jean-Robert Wafo faire une analyse dans laquelle il précisait par exemple que plusieurs ministres sont francophones, on aurait pu avoir des ministres anglophones. Est-ce que justement l'unité nationale, le vivre ensemble, ce n'est pas dépasser tout cela, ce n'est pas penser que nous sommes tous Camerounais et que quels que soient les Camerounais qui sont en train de manier l'appareil politique, on devrait se sentir en sécurité. Est-ce que c'est pas ça finalement l'unité nationale? C'est quoi l'unité nationale? C'est avoir un gouvernement qui représente
toutes les composantes sociologiques, c'est avoir un gouvernement équilibré sociologiquement. C'est quoi l'unité, ou de se sentir tout simplement camerounais, d'être fier de l'être? C'est quoi l'unité nationale, M. Kanga? Je crois que dans ta question, il y a la réponse. C'est-à-dire de se sentir fier d'être camerounais, de se sentir camerounais partout où on se trouve. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, ça se trouve dans la constitution du Cameroun, au niveau de son préambule. Nous devons être fiers de notre diversité culturelle et ethnique et linguistique. Cette diversité-là. En réalité, c'est cette diversité qui fait l'essence, même la spécificité du Cameroun. Quand on parle de la question anglophone, je voudrais dire ici, nous ne pouvons pas évoluer sur la question de l'unité nationale sans tenir compte des spécificités, n'est-ce pas, qui existent au Cameroun, des spécificités culturelles qui existent au Cameroun. Et parmi ces spécificités, il y a la spécificité linguistique de nos frères anglophones. Et je dois dire ici, le contexte dans lequel le Cameroun est passé de la République fédérale à la République unie, puis de la République unie à la République du Cameroun, pose problème. Et je pense qu'on ne peut pas sortir du débat sur l'unité nationale sans chercher à savoir pourquoi le passage de la République fédérale à la République unie a posé problème. Parce qu'en réalité, il y a eu violation de la Constitution fédérale. Et Jean-Robert Wafo l'a dit ici. Ce qu'il a dit est exact. La Constitution a été violée. Le référendum là n'a pas, le 72 n'a pas eu lieu d'être. Les conditions dans lesquelles ça s'est déroulé n'étaient pas les meilleures conditions possibles. N'étaient pas des conditions propices. Alors pour vous, c'est le nœud du problème. C'est le nœud du problème aujourd'hui. Oui. Alors je voudrais partager avec vous une autre analyse dans la presse cette semaine. Il y a par exemple cette presse, l'Œil du Sahel, qui est une presse du Septentrion, un journal du Septentrion plus précisément, et qui faisait savoir cette semaine que les populations du Septentrion a été vraiment choqué de savoir, par exemple, que ce qu'on avait appelé des affectations disciplinaires cette semaine, ce sont des Camerounais qui ont été envoyés, par exemple, à exercer dans cette partie du pays. Alors pour eux, mais qui ont réagi dans ce journal, ils ont estimé que cela montre à suffire, que cette partie du pays est considérée comme ne faisant pas partie du Cameroun du tout. Lorsqu'on imagine qu'envoyer des gens exercer dans cette partie du pays, alors ça veut dire qu'ils sont affectés. Je vous pose la question pour vous dire, est-ce qu'on devrait... C'est pas le même problème que pour l'anglophone, mais voilà des Camerounais également qui ont un problème avec l'unité nationale. Est-ce que l'unité nationale, ça se résume jusqu'à 72, vous pensez que c'est vraiment ça le nœud du problème? Ou le problème, c'est parce que les Camerounais ne se sentent plus en sécurité sociale, le développement, ou alors c'est seulement le problème de 72? Il n'y a pas que le problème de 72. La question de 72, c'est par rapport à la crise anglophone. Maintenant, on parle de l'unité la question de l'unité nationale en rapport avec le septentrion, c'est une autre question, notamment liée essentiellement à la gouvernance. Parce que la différence entre le problème de gouvernance qui concerne l'ensemble des Camerounais et la question anglophone, qui intègre non seulement la question de gouvernance, mais une spécificité liée aux conditions dans lesquelles cette entité qu'on appelle Southern Cameroun ou West Cameroun s'est alliée avec le Cameroun oriental est différent. Il faut distinguer les deux. Tout à fait. La question anglophone et la question de gouvernance globale, ce n'est pas exactement la même chose. La crise anglophone a une spécificité parce que c'est deux entités, deux territoires différents qui sont mis ensemble. L'entité du Cameroun français, qui est devenu par la suite le Cameroun oriental, et puis le territoire sous tutelle britannique qui est devenu le Cameroun méridional, Southern Cameroun, après que la partie Northern Cameroun s'est rattachée au Nigeria. Et ça, c'est une spécificité importante qui montre la différence entre le problème anglophone et le problème des autres Camerounais. Non, je vais pas terminer. Oui, allez-y. Sur la question des affectations disciplinaires, je voudrais dire ici, c'est une vieille pratique de l'administration camerounaise depuis les indépendances. On a tendance à faire en sorte que les fonctionnaires qui font des revendications légitimes, on a tendance à les renvoyer dans les zones reculées du pays. Ça, depuis les années 40, depuis les années 50, 60, pas plus tard que récemment. Ce qui veut dire sur ce que plateau, ces zones j'ai rappelé le cas de Félix Moumi, ne sont pas trop médecin comme qui avait été envoyé à Maroua parce qu'on voulait le détacher, n'est-ce pas, du noyau dur de Douala, où il y a la fronde sociale et politique. Oui, et ce n'est pas une solution. J'ai dit ces affectations ne sont pas une solution parce qu'on prive les Camerounais de l'expertise de ces médecins chirurgiens qu'on envoie aux frontières. Parce que là-bas aux frontières, le plateau technique n'est pas suffisant pour qu'ils aident les Camerounais. Raison de plus pour penser peut-être avec ces Camerounais qu'ils ont peut-être... Non, je crois que... il faut le dire. Non, la conception de cette administration je crois que... c'est quoi? C'est que quand vous allez
quand vous revendiquez, c'est-à-dire que vos droits, donc il préfère que vous allez, donc que vous partiez plutôt soigner les ressortissants des pays voisins. C'est pour ça qu'on les envoie aux frontières. Parce qu'il est inadmissible. Vous n'avez pas la parole. Qu'un neurochirurgien, je vous en prie. C'est-à-dire Bac plus 14, qu'on puisse l'affecter dans sa Somalomo, où il y a à peine. C'est l'argent de l'Est. Je suis d'accord, s'il y avait un plateau technique là-bas, il n'y aurait pas eu de problème. Pourquoi il n'y a pas de plateau technique là-bas? C'est peut-être ça la question. C'est un problème de gouvernance. Monsieur dit pour parler de quoi? Des appareils de dialyse. Est-ce que vous savez que dans le budget de l'État, tous les hôpitaux régionaux disposent d'un budget de 200 millions de francs CFA pour les centres d'hémodialyse. Je vous en prie. Et que l'hôpital général de Douala, c'est-à-dire qu'un financement de 1,4 milliard donc c'est l'argent du contribuable. Qu'est-ce qu'il fait avec tout ça? Je vous en prie, monsieur. Allez-y, monsieur Fouchilet, la parole. Je tiens à vous rappeler que les députés du SDF font partie, soit à l'Assemblée ou au Sénat, ils ne posent pas le problème dans le canal. Mais si. Je voudrais revenir sur ce que disait notre consultant. Je suis d'accord, mais il faut interroger, n'est-ce pas, la problématique de l'unité nationale dans les années 70. Je partage votre avis, mais il faut aussi lire que si c'est vrai qu'on a violé la Constitution, le vivre ensemble à l'époque nécessitait la notion de l'unité. N'oubliez pas que on a bâti notre unité nationale sur le fait que le régime fédéral était dépassé parce que le glissement de notre peuple vers la partie Nigeria posait les problèmes à l'époque. Et donc, notre unité dont nous parlons aujourd'hui de 72 vient faire encore, si nous revoyons, si on parcourt encore le discours du président Madou Aïdio, il va dire que le régime fédéral est dépassé et que cette notion aujourd'hui vient tirer plutôt la division, créer la division au niveau du peuple. Donc l'unité en termes de peuple, de vivre ensemble était nécessaire. Mais là, ils n'ont pas interrogé la Constitution et je partage votre avis. Mais la notion de l'unité dont nous parlons aujourd'hui venait du fait que le peuple, les anglophones avaient joué au glissement vers le grand Nigeria. Le Niger et le Nigeria. Et pour nous, au Cameroun, c'était un danger de faire en sorte que notre peuple, les Camerounais, puissent se retrouver dans notre pays. N'oubliez pas. N'oubliez pas, cet argument est superficiel. On a organisé le référendum en 72 parce qu'on a découvert le pétrole à Bouya. Il faut le dire aux Camerounais. J'espère qu'il ne va pas parler après parce qu'il nous coupe. Non. Je voudrais revenir sur le problème de pétrole à Bouya. des affectations. Monsieur Wafo, je crois que j'ai la parole. Je voudrais revenir avec votre permission, Albertine, sur les affectations disciplinaires. En fait, pour dire que vraiment, nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté du septentrion ne doivent pas penser qu'ils n'appartiennent pas au Cameroun. Ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est-à-dire que si on envoie des spécialistes dans l'arrière-pays de ce côté-là, ils devraient même s'en féliciter. Mais moi, mon problème, le problème que ces affectations disciplinaires me posent, c'est qu'il y a manifestement une volonté de tuer la liberté syndicale dans ce pays. Parce qu'en réalité, la tête dirigeante, la tête pensante du syndicat des médecins a été décapitée. Non, sans faire l'avocat de ces partis. Non, c'est pas une affaire d'avocat, s'il vous plaît. Je pense qu'ils n'ont pas compris ça comme vous le dites. Ils ont que ces affectations soient considérées comme affectations disciplinaires, c'est ça qui pose problème. Non, je ne suis pas à ce niveau. Ils sont libres de dire ce qu'ils pensent de leur affectation. Moi, pour observateur de la scène politique, je dis il y a manifestement une volonté de tuer la liberté syndicale. Vous ne pouvez pas être des syndicalistes et puis, d'abord, vous pouvez être au nord et puis vous faites partie du syndicat. L'État a d'abord dit que ce syndicat-là n'avait pas d'existence. C'était illégal. Oui. Ce qui est complètement faux. Donc il y a une intention de museler ces gens. C'est pas le sujet, je vous en prie. C'est pas le sujet. C'est important. On parlera du CIMEC, on en parle ici tous les dimanches. Je voulais dire que vous n'allez pas le dire avant que je ne finisse, s'il vous plaît. Oui, mais là, c'est Wafo qui parle. Quand c'est Wafo. Je voudrais rapidement dire pour terminer, Albertine, avec votre permission, qu'en réalité, c'est des conséquences de ce qu'on appelait là tout à l'heure la malgouvernance qui déteignent sur l'unité dont nous parlons. Donc on ne peut pas faire comme si c'est un problème
qui est hors du champ de notre débat aujourd'hui. Non, Alors, mais je voudrais dire, Alain, il faut, à chaque fois qu'il y a ce genre de mouvement, il faut l'interpréter de deux manières. Tel que vous l'avez fait. Voilà, il arrache la parole. Hein. Et voir comment vous pouvez utiliser ceci pour que ça devienne pression. Je veux revenir sur ce que disait mon ami tout à l'heure. Si on a fait un spécialiste comme Wafo disait à l'Est où il n'y a pas un plateau. Monsieur Wafo, soyez-moi un peu poli. Je ne t'ai jamais dit président Paul Biya. Je le dis sur la table. Jamais. Jamais depuis que nous existons, toi et moi, tu n'as jamais dit le président de la République. Oui, monsieur Fossivé. Bon, alors je voulais dire, monsieur le maire, monsieur l'adjoint au maire, que lorsque vous parliez de 14 ans de formation et qu'on envoie par concept disciplinaire un spécialiste, il faut exiger que le plateau puisse être à cet endroit. Et ceci peut faire en sorte que ceux qui avaient à l'idée de faire partie, de tuer, peut-être l'aspect syndical, je vais plutôt dire le scientifique, qui se retrouve aujourd'hui avec un scientifique qui opère. Et c'est pour ça donc que, déjà, la fonction, le mouvement, comme disait le ministre du Shadow Kamide, qu'on nomme tous les francophones ministres, qu'on nomme tous les anglophones ministres, le résultat, c'est d'apporter quelque chose pour le bien-être. Et donc, ces affectations, je chute donc en disant, si ces affectations avaient pour concept d'éloigner et de tuer les syndicats, il faut que, plus que jamais, ceux qui sont touchés montrent qu'ils ont été formés pour apporter une... Alors, on reste avec cette unité nationale pour bientôt en sortie du sujet. Cette année encore, Edmond Kamga, la thématique des manifestations a été axée sur notre armée. Est-ce que, malgré tout, cet élément-là reste l'armée, l'élément fédérateur au Cameroun? C'est vrai, l'armée est l'élément fédérateur au Cameroun depuis au moins 3 ans. Ouais. Depuis au moins 3 ans, parce que c'est effectivement en mai, notamment le samedi 17 mai 2014, qu'à Paris, le chef de l'État, Paul Biya, a déclaré la guerre au Boko Haram. Ça fait 3 ans. Et on voit très bien comment le Cameroun s'est organisé. D'abord, en interne, au niveau des régions septentrionales, dans les régions militaires, il y a eu de nouvelles régions militaires. On a vu comment le commandement a été réorganisé totalement. On a vu comment le Cameroun travaille également avec la force multinationale mixte, avec le Nigeria, le Tchad, le Niger, et combat efficacement Boko Haram. Ce sont ces derniers jours qu'on constate alors que Boko Haram, qu'on croyait totalement éteint, ressurgit, mais sous une autre forme. Celle à laquelle elle nous a habitués, c'est-à-dire les opérations kamikazes, les attentats avec des fillettes. C'est vrai que pendant un certain temps, on n'en parlait plus. Mais cela suppose tout simplement que nous devons rester vigilants, renforcer la garde, n'est-ce pas, dans les régions concernées, mais également dans toutes les autres régions. Mais au fond, je pense que la thématique de l'armée, en adéquation avec la nation, parce que c'est armée et nation. Et c'est parce que globalement, c'est ça. Et pour cela, et j'ai toujours dit sur ce plateau que pour que l'armée et la nation puissent travailler main dans la main, il faut rassurer les citoyens camerounais. Et parmi les éléments de persuasion qui vont assurer, n'est-ce pas, ce confort-là psychologique des Camerounais, c'est qu'il faut renettoyer, il faut amender la loi portant répression des actes terroristes au Cameroun. Très bien. Il y a certaines dispositions qui n'encouragent pas les citoyens à dénoncer des suspects. Parce que si vous dénoncez, il savait que c'est la personne que vous avez dénoncée n'est pas véritablement suspecte, vous risquez d'être condamné à des peines énormes. Jean-Robert Afo, fier de notre armée malgré tout? Oui, mais nous avons une armée remarquable, c'est une armée républicaine, c'est une armée qui fait le travail sur le terrain. Il y a des et sans cette armée, oui, mais écoutez, la lutte contre le terrorisme, c'est une guerre ils sont en face, donc ils sont en pleine guerre asymétrique, c'est-à-dire que l'ennemi n'est pas visible, donc il peut surgir à tous les coups. Je dis sans cette armée républicaine, constituée d'hommes d'honneur, d'hommes de valeur, c'est-à-dire que la crise aurait pris une tournure dévastatrice pour le Cameroun. Mais bon, je vais revenir sur la question de l'unité nationale. Pour dire quoi? Quand on affecte l'unique neurochirurgien de l'hôpital régional de Bamenda, l'unique neurochirurgien en service à la faculté de médecine de Bamenda, moi je prends ça, et ça le terme n'est pas assez fort, je dis on est en train de programmer le génocide des malades d'AVC dans la région du Nord-Ouest. Il faut le dire. Je dis, il est l'unique neurochirurgien.
On l'a fait dans toute une région. Il a été remplacé par qui? Il a été remplacé par qui? C'est pour ça que je parle de génocide programmé des malades, de potentiels malades d'AVC et d'ACV. Il faut faire très attention. Parce que les anglophones, là, je dis, c'est des affectations. Cette affectation-là, par exemple, est de nature à renforcer l'exaspération des populations du Nord-Ouest. C'est scandaleux. Alors, Alain Djipou, je vous en prie. Alain Djipou, rapidement, sur la question de nos forces de défense, puisqu'on en parle. Un mot peut-être sur la lutte contre Boko Haram également. On a constaté depuis le début de l'année, quand même, qu'il y avait plusieurs attaques. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que finalement Boko Haram n'est peut-être pas vaincu, comme on l'avait pensé il y a quelques mois, vers décembre? Peut-être que c'est aussi l'occasion de rendre un vibrant hommage à tous ceux qui sont tombés au champ d'honneur, même si au cours de cette 45e édition de la fête de l'unité, on n'en a pas fait cas. Donc, est-ce une omission ou bien c'est la volonté d'effacer la mémoire? Je ne sais pas. Mais moi, je voulais quand même dire que c'est bien beau de dire que l'armée, elle est républicaine, l'armée fait des gros sacrifices. On le voit dans la sécurisation de nos frontières, dans la sécurisation de nos ménages, de nos vies. L'impact de l'armée est réel sur la nation, ça c'est certain. Mais il ne faut pas non plus faire, comment on dit ça, il ne faut pas non plus oublier que cette armée-là est aujourd'hui considérée comme l'enfant chéri du régime. Tous les avantages liés, je crois que c'est l'un des rares corps dans ce pays qui se porte mieux en termes d'émoluments, en termes de prise en charge, en termes d'attention. Non, moi je on a vu des hommes en tenue marcher à Yaoundé revendiquer. On a vu des hommes en tenue marcher à Yaoundé il n'y a pas longtemps revendiquer quand même. Ils ont juste battu le pavé, ça n'a pas duré, ce n'est pas allé loin. On a résolu le problème, terminé. Ailleurs, les gens marchent depuis des années, 20 ans, on ne fait rien. Donc, ceux qui revendiquent, les anciens agents des sociétés d'État, vous savez qu'ils sont dans la rue depuis 30 ans. Ils n'ont rien. Mais chaque fois, c'est cette armée-là dont vous louez le salut et tout, qui descend justement les guillotiner. Une armée trop chérie, selon vous. Alors. Moi, je voudrais dire qu'il faut quand même qu'on fasse la part des choses. L'armée joue son rôle, c'est vrai. Mais nous disons que il faut qu'il y ait, si on est dans un système où on dit l'égalité, on prône l'égalité, il faut qu'on donne les chances à tous les Camerounais. Mais les autres n'ont pas les armes, monsieur. De s'émanciper. Chacun à son niveau contribue à l'essor de ce pays. On est tous d'accord. Et donc moi je ne peux pas admettre qu'un médecin, après 14 ans, vous veniez de le dire, gagne un salaire de 250, alors qu'un adjudant est à, je ne sais pas moi combien de millions. Donc moi je voulais dire que c'est des choses comme ça que le régime doit pouvoir corriger. Le régime se sent à l'aise avec l'armée parce qu'elle le soutient. Donc c'est tout à fait indiqué que ces gens-là parce toutes les faveurs du régime se sent illégitime. Il doit faucher. C'est la question, moi, c'est notre année. Je crois que le plus gros budget de ce pays, ça va où? C'est dans l'armée. Oui, c'est vrai qu'il y a la guerre. Il y a la guerre. Il y a la guerre. Mais c'est vrai, même sans le temps, il n'y a pas la guerre. Mais pas le plus. Allez-y. Je crois que je crois que il faut tirer un grand coup de chapeau à nos forces de défense, les encourager une fois de plus à jouer leur rôle. Parce qu'il faut dire la vérité, si, comme a dit Amon, s'il n'y avait pas cette organisation et cette volonté d'abord de défendre le drapeau national, de se vivre ensemble, on serait aujourd'hui envahi, même comme dans le cadre informel, ça continue. Mais je voulais dire, leur rendre hommage aussi d'un autre côté, ce n'est pas de voir mais les retombées, c'est de dire par exemple au SDF de défiler le 20 mai. Ça aussi, il faut le dire. Appeler les Camerounais, appeler aussi tous les Camerounais à rendre un vibrant hommage surtout à cette fête d'unité qui n'est que la fête de l'armée. Et donc, derrière ceci, je ne vois pas les retombées, mais je pense que le vivre ensemble se retrouve dans cette armée parce qu'ils défendent rien que les verts ou jaunes. Et ceci, cette unité nationale
qu'on a à l'intérieur de cette armée doit normalement envahir les autres, envahir les partis politiques, envahir les corps syndicaux, envahir tout, pour que, par rapport à ce que, puisque nous sortons, à ce que j'ai posé comme problématique au début, qu'on retrouve ça à la fin, pas seulement au niveau de l'État central, qui est gestionnaire aujourd'hui de cette unité, mais qu'au niveau de la périphérie, que nous tous, l'unité nationale, puisse nous envahir. On a envie de vivre ensemble, on a envie de gagner ensemble. Regardez l'équipe nationale avec la Coupe des Nations. On n'a pas distingué anglophone, francophone. On a gagné une coupe où nous n'étions même pas attendus. Voilà le vivre ensemble et voilà le... Mais sauf que, ce que je peux dire, c'est que sauf que cette armée aurait pu avoir davantage de moyens pour mieux combattre Boko Haram si... Alors que le syndicat trouve qu'ils en ont trop. Je vous en prie, si on avait par exemple limité les détournements dans ce pays. Parce que voyez-vous, le rapport de la Chambre des comptes pour le compte d'exercice 2015 de l'État a fait état de ce que 40% du budget de fonctionnement de l'État ont été distraits par des marchés fictifs et des marchés de gré à gré. Or, le budget de fonctionnement de l'État en 2015 est de 2315 milliards. Monsieur Fouchivé, ça veut dire que le système gouvernant auquel vous appartenez a détourné pour la seule année 2015 926 milliards de francs CFA. Alors, Je vous en prie, vous voyez très bien qu'on aurait pu donner davantage de moyens donc, à ces forces de défense et de sécurité. On aurait pu, par exemple, relever le SMIC dans ce pays, parce qu'on est le seul pays au monde qui a, donc en Afrique centrale, qui a où c'est 28 000, c'est combien, 30 000 36 000. On aurait pu renforcer la capacité des centres de donc, il y a 36 000 francs. Si il y avait eu une bonne gouvernance à tête de ce pays, si par exemple, je vous en prie, si par exemple, on aurait pu avoir davantage de moyens, je ne suis pas là, si on avait, n'est-ce pas, assaini véritablement le fichier solde de l'État, parce que voyez-vous, le groupe parlementaire du SDR a fait une sortie remarquable, n'est-ce pas, au ministre, l'ancien ministre Essim Meignet. Je me souviens que le groupe parlementaire a dit à M. Essim Meignet, qu'est-ce que vous avez fait de l'assainissement du fichier solde? Alors, merci, parce monsieur. Un ministre de ce pays, est-ce que je suis pas là, un ministre de ce pays, a dit que, oui, pendant qu'on était à mi-parcours, de l'assainissement du fichier solde, la masse salariale est passée de 36 milliards de francs CFA à 28 milliards de francs CFA par mois. Merci. Est-ce que je peux continuer? Ce qui veut dire que 8 milliards étaient distraits chaque mois. En 20 ans, ça fait 960 milliards de francs CFA qui ont été détournés au seul titre des salaires fictifs. Voilà des moyens qu'on aurait pu mettre à la disposition de nos forces de défense et de sécurité et relever le SMIC, soutenir nos entreprises, de manière à faire baisser le chômage. Malheureusement, une fois de plus, nous avons un système gouvernant qui a mis, le pays dans le cabinet. Excusez-moi du terme. Poursuivez alors la modération. Je vous laisse continuer. Je vous laisse continuer l'émission. Les téléspectateurs vous suivent. Je vous laisse continuer l'émission. Oui, mais ils ont été édifiés. Continuez. Alors, puisque M. Jean-Bart me donne l'autorisation de continuer l'émission, je vais continuer avec l'autre sujet donc au menu ce dimanche. On parlait de ces activités qui ont été paralysées au port autonome de Douala, perturbées peut-être mieux au port autonome de Douala pendant plusieurs jours à cause d'une grève des travailleurs manutentionnaires, débardeurs ou encore dockers, comme on les appelle plus souvent. Ces derniers ont manifesté leur colère pendant plusieurs jours et demandé que leurs conditions de travail soient revues, des conditions de travail précaires, des conditions de travail même inhumaines. On scandait donc d'autres dockers que nous avons rencontrés sur le terrain. Nous avons justement avec nous le président du GEPAC, le groupement professionnel des inconnus du Cameroun, dont les dockers étaient en grève également. Alors, est-ce que cette grève, ce mouvement d'humeur vous a surpris, Monsieur Edouard Fouchivé? Oui, il faut dire que dans le cadre syndical, la surprise était grande. Déjà, il y a eu au début du mois de mai, un semblant mouvement. Nous n'étions pas au pays à l'époque, et le préfet les a convoqués en disant, dans le cadre de la réglementation, toute grève devrait avoir un phénomène de préavis pour qu'on commence à discuter dans un cadre syndical bien précis. Alors, le vendredi donc dernier, à 18h, c'est le sous-préfet de Douala Premier qui m'appelle pour me dire qu'il vient de recevoir un document pour dire qu'il devait avoir un mouvement d'humeur. Le mouvement d'humeur n'existe pas. Quand on veut, si c'est la grève, vous posez la grève, vous posez. Le mouvement d'humeur ne peut pas créer maintenant une disposition de revendication. Donc pour moi, c'est la grève. Donc, si nous attendons que vendredi, ils ont voulu gréver, ça suppose que
le préavis de grève devait être donné et puisque nous travaillons avec les syndicats, on devait donc les réunir afin de les écouter. Lorsque j'ai dit ça, vous comprenez pourquoi le préfet du département de Gouria a dit qu'on reste dans le cadre réglementaire. Et ils nous ont donc demandé, pour eux, ce n'est pas une grève, ce ne sont pas les délégués. La preuve, c'est que au moment où je vous parle, je n'ai jamais eu en face de moi un syndicat et les délégués du personnel. Alors, nous sommes encore là sur des questions de forme. Est-ce que ce que demandaient les personnes qui ont c'est donc là où je voulais arriver. Est-ce que c'est fondé? Leurs revendications, il faut dire, c'est pour ça que je suis venu afin de vous éclairer pour que vous compreniez. Ils ont fait 11, sinon 12 revendications. Maintenant, il faudrait poser la question, quels sont ceux qui revendiquent? Le corps de la manutention portuaire à 3 niveaux. Nous avons les cartes bleues qui sont déjà considérées comme ceux qui vont aller en retraite, les cartes roses qui sont en moyenne et les cartes blanches qui ne sont pas prises dans la convention collective. Pour vous faire comprendre, il s'agit de temporaires. C'est mieux de dire. Quand on dit vous êtes temporaire, ça veut dire qu'il y a certaines dispositions qui vont vous faire intégrer la zone afin de bénéficier. Donc, ce sont les cartes blanches qui sont de l'ordre prénom et chiffreron de 700 qui sont en train de faire de revendications. Et il faut que je vous montre, en termes de tonnage, quand ces cartes blanches ont été intégrées dans le domaine portuaire, c'est en fin 2012. En fin 2012, parce que, si vous vous souvenez, nous avions encore une forte importation de ciment et qui avoisinait 30 à 35% de la manutention portuaire. Et lorsque vous ajoutez à ça tout ce qu'il y a comme sachérie au port, la manutention de sachérie est consommatrice de la main-d'œuvre. Donc automatiquement, sur le 2500, 2600 dockers qu'on avait à l'époque, avec la façade maritime qui était largement débordée, la preuve, vous tirez ça jusqu'à la congestion, vous comprenez donc ce que je dis. Nous avions donc sollicité à l'époque qu'on puisse faire appel à cette jeunesse pour les préparer à entrer dans le monde de la manutention. Quand j'ai dit ça, vous voyez donc tout de suite que premier niveau de leur revendication, ils disent quoi? Qu'ils ne veulent plus, qu'ils veulent l'unicité de carte. Donc vous comprenez que ce n'est pas possible parce qu'il y a une convention. J'ai déjà répondu. Deuxième niveau, ils veulent l'assurance couverture jusqu'à leur famille. Je vous dis, autour de la table, et les téléspectateurs me suivent, on retient 2200 pour les couvrir. Parce que quand ils sont déjà dans le domaine portuaire, s'il y a accident, donc, alors que les autres, on retient jusqu'à 6000. Maintenant, s'ils veulent la couverture de leur famille, ça suppose qu'ils ne seront plus à 2000. Très bien. Et donc, si je continue à descendre à Bertine, je veux couper court pour dire que ces revendications, nous avons acté, nous avons pris en compte une des revendications parce que quand on voit la dimension aujourd'hui de la façade maritime nationale, on s'est dit le port de Kribi, si en réalité le port de Kribi se met en marche, la main-d'œuvre docker va plutôt partir de Douala en termes de. Quelle est la revendication vous avez pris en compte? Donc, nous avons annulé la carte blanche, on les a fait entrer en carte rose. L'incident en termes d'impact financier, c'est 70 millions. Ça veut dire que nous devons trouver 70 millions. Pourquoi nous parlons d'incident? C'est que aujourd'hui, dans le domaine portuaire, toutes ces revendications, même si elles tiennent, elles partent du fait simple qu'il y a sous-emploi. Et ce sous-emploi, ça veut dire que au moment où je vous parle, il y a une demande de 1030 dockers ce matin. Suivez-moi, non, c'est important. Alors, on revient je vais chuter. Bon, il est en train de monopoliser la méthode. Parce que c'est technique. 1030 dockers sur 3300. Donc ça veut dire de 2 chiffres jour et nuit, ça veut dire qu'automatiquement 2000 dockers vont chômer aujourd'hui. Donc vous comprenez donc que si vous dimensionnez ça sur 1-2 semaines, la main d'œuvre va chômer. Nous avons donc, deuxième axe, nous avons dit en supprimant dans ces cartes roses, nous avons autour de la table les cartes blanches, nous avons donc autour de la table fait comprendre au directeur général que les revendications, même si elles ne sont pas fondées, il faut dire la vérité, le domaine portuaire est un domaine protégé. Au niveau du décret mettant en marche, il est écrit à l'article 43 que ne travaille dans le domaine portuaire que la main-d'œuvre spécifique portuaire. Et cette main-d'œuvre spécifique portuaire, c'est qui? C'est la main-d'œuvre docker. Je dis ça pour que vous compreniez que de Bonabelli, je ne nomme pas les entreprises, je dis de Bonabelli, là où vous voyez
le bord du Vouri, c'est le domaine portuaire. Vous reprenez par le Vouri, vous entrez par le pont où on construit. Toutes les sociétés qui sont à l'intérieur sont dans le domaine portuaire. Donc ça veut dire que ces sociétés n'utilisent pas la main-d'œuvre de cœur. Donc nous avons demandé d'élargir l'assiette pour que cette main-d'œuvre maintenant puisse trouver. Quand on a dit ça, ça résout. Donc les revendications, même si les revendications, il y avait... Vous dites que les revendications ne sont pas fondées, mais dans votre argumentaire, il y a beaucoup de revendications que vous avez finalement acceptées. Ça veut dire que quelque part, elles étaient fondées, ces revendications. Si vous m'avez suivi, nous avons voulu, nous en faisant des revendications, nous avons dit le sous-emploi demain. Edmond Kamga, vous avez suivi cette grève des dockers. On a des dockers qui demandent par exemple des équipements de protection individuelle. Ça, c'est... On se demande bien, c'est le basique quand même. C'est quand même... Effectivement, on a entendu, il y a des reporters qui sont allés sur le terrain, qui ont écouté des dockers, qui disent qu'ils n'ont pas le matériel nécessaire pour travailler. C'est faux. Qui vous présentent par exemple des bulletins. On les a vus sur le terrain. Qui vous ont dit qu'ils ont 5 000 francs à la fin du mois. Oui, tout à fait. Et s'il te plaît, Edouard, permets que j'avance sur cette question-là. Donc il y a le problème j'allais dire de sécurité, de sécurité pour le travail, le matériel de sécurité pour le travail, qui... Je ne sais pas si ça figure parmi toutes les revendications dont vous avez parlé tout à l'heure, mais je me rends compte, à travers vos explications, que vous saviez donc qu'il y avait des problèmes concernant les dockers. Et vous aurez pu anticiper, en tant que président du GEVA. Vous aurez pu anticiper. Si on admet sur la forme qu'on peut critiquer la manière dont ils ont annoncé leur mouvement d'humeur, de la grève, si on admet même que ce serait illégal, mais vos explications nous confortent dans l'idée qu'il y a des revendications qui sont légitimes et qui sont fondées, parce que vous reconnaissez la nécessité, n'est-ce pas, quand vous dites que vous êtes d'accord qu'on passe de la carte blanche à la carte rose. Donc c'est la nécessité d'améliorer leurs conditions. Mais vous n'avez pas pris une mesure concrète pour matérialiser ça, pour faire en sorte que cette couverture médicale concernant ces employés-là puisse être effective. C'est vrai qu'ils ont demandé cet élargissement pour leur famille. Ça peut susciter un débat, mais vous n'avez pas entretenu le débat entre vous et ces dockers-là. Et ça pose problème. Parce qu'ils ont le sentiment que vous ne les écoutez pas. Non, on les écoute. Je vais vous dire, déjà pour écouter, il faut savoir avec qui vous discutez. Et ça, c'est important. Je vous ai dit au moment où... Mais vous reconnaissez qu'ils sont des dockers. Ce sont des dockers. Ce sont des dockers. Mais nous avons... Mais dans la convention collective, vous avez les syndicats et vous avez les délégués. Oui. Nous, au moment où je vous parle en tant que président du GEPAM, les syndicats, monsieur, nous n'avons pas discuté avec les syndicats. Bref, c'était un... Mais comment est-ce que vous avez fait pour, permettez-moi, de lever le mot d'ordre de grève? Apparemment, il aurait été levé. Non, pour nous, la grève est finie depuis mardi passé. Ah bon, comment ça? Mais alors qu'il continue à se plaindre. Je viens de vous dire que c'est le club de 700. Même si je vais vous dire quelque chose, je vous ai dit ce matin, et vraiment prenez ça au sérieux. Nous n'aurons pas, tant que le port de Kribi n'a pas lancé les activités, nous ne pouvons pas utiliser 3300 dockers par jour. Donc ça veut dire que la masse qui n'a pas d'emploi aujourd'hui est cette masse qui mouvemente. Et c'est pour ça que nous avons dit, si vous m'avez maintenant suivi, je vous ai dit, de tout ce qu'il y a comme revendication, dès qu'on a ouvert et on a élargi l'assiette d'emploi, il n'y aura plus. C'est pour ça qu'on a demandé de voir les entreprises qui sont installées dans le domaine portuaire et qui peuvent utiliser la main-d'œuvre docker. Dès que j'ai dit ça, tout ce que vous avez comme chapelle de revendication tombe. Parce qu'un gars qui travaille 30 jours sur 30 n'a pas le temps de venir s'asseoir devant Total pour pouvoir gréver. Et j'ai pris le cas de ce matin, 1030 sur 3300. Oui, allez-y. C'est quand même un tiers. Allez-y. Albert, avec ta allez-y, je vous en prie, monsieur. Sur cette question, j'ai quand même suivi avec beaucoup de ahurissement certaines déclarations de certains responsables portiers sur ces mêmes antennes, qui disaient que les dockers qui ne veulent pas travailler, on va tout simplement les chasser. Non, pas les chasser. On va prendre... On va les remplacer. Non, vous avez, il faut dire... le syndicat, dans le cadre de la convention portuaire, celui qui ne travaille pas pendant 8 jours doit normalement s'arrêter. Et donc c'est pour ça qu'on leur disait que vous faites les revendications, puisque dans tous les cas, je vous dis que la garantie que nous payons de 30 millions par mois vient être pour nous une contribution pour que dans le mouvement de venir, s'il n'y a pas d'emploi,
qu'on le paye donc ce frais. Est-ce que vous pouvez laisser les autres parler? Allez-y. Monsieur le Président du GEPAC, je note comme une espèce de cynisme. Hein. Vraiment, peut-être que le terme est un peu fort, mais moi je trouve quand même pas que c'est approprié que depuis 2012, que 700 personnes soient toujours avec le statut de temporaire. Pour moi, c'est un scandale. De 2012 à 2017, ça fait quand même 5 ans. C'est même illégal. Ils étaient combien? C'est ça qu'il faut voir. Bon, vous avez pu quand même absorber un bon nombre. Mais il faut aller au-delà pour prendre tout le monde. Et parce qu'effectivement, si ces efforts avaient été faits dans ce sens, on n'en serait pas à la grève. Parce qu'en réalité, ces gars revendiquent une amélioration les conditions de travail, les conditions de vie. Toute chose qui est légitime. Donc moi, je pense que il est du port comme d'autres structures de la place. Il faut que les dirigeants prennent la peine d'écouter et puis même de recadrer un peu ces mouvements qui naissent comme ça là, parce que ce n'est pas bien pour un espace aussi vital comme le port qui se veut compétitif. Le port est attendu sur l'échiquier de l'émergence du Cameroun, avec des contributions chiffrées. Donc, quand on fait une semaine d'arrêt d'activité pratiquement au port, c'est des manques à gagner énormes. Moi, je ne veux pas parler à la place du GEPAC ou bien du DG de 2M, qui ont payé le plus fort de cette grève, avec ces arrêts intempestifs de travail, les dockers. Vous savez que c'est une classe sociale qui est importante dans l'activité portière. Et donc, quand ces gars-là sont déversés dans la rue, le port est paralysé. Oui. Donc, il y a des conséquences fâcheuses. Sur le sujet. D'abord, quand vous recrutez quelqu'un comme temporaire en 2012, et puis en 2017, il est toujours temporaire, je dis c'est illégal. Non, on a fait le recrutement en 2014, 15. Mais il y en a qui étaient encore là, il y en a qui ont dit que c'est depuis 2012. On n'a pas tout absorbé, en fait. On n'a pas tout absorbé. Il y a beaucoup de dockers qu'on a rencontrés qui nous ont dit que c'était là depuis 2012. Vous ne mettez pas leur parole en doute quand même. Si je m'en tiens à ce qu'ils ont dit depuis 2012, heureusement que Mme Bichaka reprécise que c'est ce qu'ils ont dit sur le plateau des Kinos télévision. Je dis c'est déjà illégal. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est que donner un bulletin de paye de 5 000 francs à la fin du mois à quelqu'un, vraiment, je trouve ça... Par jour. De 5 000 francs par jour? Oui, c'est pas à la fin du mois. Madame Bichaka. Il y a des gens qui nous ont dit qu'il y avait eu 5 000 francs à la fin du mois. Non, ils ont c'est vrai. 5 000 francs à la fin du mois. Monsieur Djibou, comment 5 000 francs à la fin du mois parce que c'était un travail autoré. Ça revient sur ce que je viens de vous dire. Si vous le travaillez, c'est 5 000 francs à la fin du mois. Exactement. Monsieur Djibou, vous comprenez? Je confirme en disant que vous avez raison parce que travailler en autoré n'est pas travailler pendant 30 jours, ça suppose que le bulletin sera vite. Quand vous donnez 5 000 de famille. Un père de famille, même si c'était pour lui seul, donc même s'il n'a pas de famille, mais c'est pour qu'il fasse quoi avec? Hein? Ça ne vaut même pas votre carburant en un jour. Et dans les 5 000 francs, il y en a certains qui me disent on doit retirer encore l'assurance. Et puis les conditions. Dans ces 5 000 francs là. Et puis les conditions de travail, mais pourquoi ils n'ont pas d'assurance maladie? Mais ils ont l'assurance. Je l'ai dit. Ils voulaient l'assurance pour leur famille. Ils sont assurés à leur niveau. C'est-à-dire, nous avons les niveaux d'assurance. On prélève 2200 chez eux, on prélève chez les cartes roses. Le SMIC, c'est combien chez vous? Il n'y a pas de SMIC, c'est un travail auto. Le SMIC, c'est combien? Non, mais si, il y a une loi. Le salaire minimum était proportionnel garanti. Ça fait le vous avez travaillé 30 jours au port. Le SMIC, c'est combien? Si vous avez travaillé 80 puisqu'il y en a qui disent qu'ils reçoivent un bulletin de paie de 5 000 francs. Mais M. Fouchi, c'est inhumain. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille quelque part doit avoir au minimum à la fin du mois le SMIC. Non, il n'y a pas le SMIC, c'est le salaire minimum interposé garanti, mais si c'est clair. Alors, le monsieur Fouchi, après d'avoir tout déduit, il faut qu'il ait le SMIC. Moi, je vais chuter en disant c'est inhumain. C'est inhumain. Et encore que le SMIC qu'il y a dans ce pays est également, c'est-à-dire que totalement déconnecté, c'est-à-dire que de la vie même de ce pays. On ne peut pas avoir un SMIC dans ce pays. C'est de 36 000 francs CFA. Écoutez, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est décent? Non. Parce que même la RCA, qui est en guerre, un SMIC supérieur à 36 000 francs CFA. Mais nous ici, le coût de la vie a grimpé. Notre PIB a grimpé.
La croissance démographique, même chose. Et puis les gens ont le même SMIC qu'en 82. Moi je dis à ces dockers, je vais dire à ces dockers qu'ils continuent à se battre, c'est-à-dire que pour avoir le minimum, parce que eux, non, je le dis clairement, ils ont des familles, il faut bien qu'en sortant le matin, qu'ils laissent quelque chose, qu'ils laissent la ration alimentaire. Il faut bien que si un de leurs enfants tombe malade, qu'ils puissent l'amener à l'hôpital. C'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'ils puissent également envoyer son enfant à l'école. Nous avons proposé qu'on passe du SMIC, qu'on passe du salaire minimum interprofessionnel garanti au SMIC, au salaire minimum interprofessionnel de croissance. C'est-à-dire que le SMIC suive la croissance et que le SMIC au Cameroun soit de 60 000 francs CFA par mois. Et chaque année, il y aura une loi de programmation budgétaire, n'est-ce pas, de ce SMIC, qui va faire que le taux horaire passera, donc on augmentera 100 francs par année jusqu'à ce qu'on atteigne 120 000 francs. Alors, oui. lorsque Monsieur Wafo, et les dockers savent ce qu'ils vont faire prochainement. Alors, lorsque le ministre des Transports, qui était en visite récemment au port autonome de Douala pour une toute autre chose, demande que le dialogue se poursuive avec justement la partie qui revendique, et que vous nous dites sur ce plateau que vous ne savez pas avec qui il faut parler. Est-ce que vous ne rendez pas compte au courant de ce que nous vous dites? Oui. C'est l'arrogance. Je pense que le ministre du Travail, avec qui j'ai discuté vendredi, a compris simplement. Mais quand vous êtes président d'un syndicat, vos interlocuteurs, c'est qui? Ce délégué de personnel. Mais je crois, pourquoi vous voulez faire comme si c'est un milieu organisé? Donc le ministre du Travail a compris ce que vous avez dit. S'il vous plaît, monsieur, sont quand même, c'est le moment où vous suivez. Non, il faut le dire aux Camerounais. Lors de nos échanges, il a compris que il faut discuter avec les représentants. Les représentants du personnel, c'est qui? Ce sont les délégués. Je pense que vous avez délégué chez vous. Donc quand nous disons ça, on dit, parce que quand vous discutez avec tel, il sort. Vous êtes venu, vous avez discuté avec des gens, vous vous rendez compte que celui-ci dit ceci, l'autre, etc. La preuve, c'est que sur la table, quand je suis revenu, il y avait 3 revendications. Et lorsque vous dites que pour vous, donc, la grève est terminée depuis non, mardi, je ne dis pas, suivez. C'est l'arrogance, Madame Bichata. C'est l'arrogance. Vous posez une question, laissez que je suis là parce que les Camerounais nous suivent. On vous écoute. J'ai dit, la table est ouverte, que les délégués syndicaux viennent discuter. Nous avons déjà répondu, quand on demande d'élargir l'assiette d'emploi, on ne sait pas avec qui. Nous disons ça parce que, quel que soit, même si la revendication n'est pas, pour nous aujourd'hui, en tant que portant 3300 dockers sur le dos, nous vous disons, si l'assiette, même si vous répondez à 20 exigences de ces gars et que l'assiette d'emploi n'est pas élargie, il y aura toujours des... En attendant l'élargissement de l'assiette, qu'est-ce que vous faites d'eux? Ça veut dire donc que si d'ici une semaine, le patron portuaire, le directeur général du port, a réuni autour de lui ces sociétés pour leur faire comprendre la nécessité de la mise en application puisque c'est normal, ça veut dire vous êtes dans un domaine portuaire, vous travaillez avec les dockers, ça va résoudre largement, sinon à 60%. Entre-temps, la façade maritime tourne. C'est pour ça que j'ai dit, même si vous voulez aujourd'hui, on vous dit par exemple que le port est en train de tourner avec les dockers, mais la demande au niveau de la main de dockers est faible. Il faut qu'on vous le dise. Vous faites comme si on utilisait chaque jour 3300 dockers. Depuis janvier, demandez de vous donner par exemple une courbe d'utilisation de la main. Mais vous avez dit sur les plateaux que même si les 3300 partent, il y a 10 000 qui sont en attente. Mais monsieur Fossivé, c'est inhumain. Monsieur Wafo, suivez. Voilà. La demande aujourd'hui, chaque fois que nous avons lancé le recrutement, nous avons les demandes elles sont fortes. Mais ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas, monsieur Fossivé. Vous savez, des gens souffrent et vous balancez dans les médias que les 3000 peuvent partir, il y a 10 000 demandes. Est-ce que c'est normal? Monsieur Wafo, les 3300, celui qui porte aujourd'hui la revendication, nous avons demandé, mais venez autour de la table. Les 700, vous allez voir, demain vous allez voir
les gardes ici à l'ancien directeur Non, général de douane. on Vous connaît allez bien penser qu'il y a on connaît vos grève. C'est méthodes. ceux qui n'ont pas de travail. Non, C'est on ça qu'il faut que vous compreniez ce que nous On connaît vos méthodes. Vous pouvez monter les délégués du personnel. On sait très bien ça. On est au Cameroun. Avec ta vous pouvez permission, les monter. je voudrais dire que vous avez compris la gêne de M. Edouard Fauchivier par rapport aux interlocuteurs grévistes. Parce que, vous l'avez évoqué dans votre propos liminaire, là, Albertine, en réalité, ce qui se passe au port, pour certains, c'est le résultat d'une manipulation que quelques personnes, bien ou bien mal placées à l'espace portuaire de Douala, tirent les ficelles. Ces gens-là instrumentalisent donc certains dockers pour qu'ils se déversent dans la rue et paralysent le port. Il y a eu cette hypothèse qui a prospéré dans la semaine, dans les médias. Donc, il faut donc que... C'est pour cela que vous comprenez que quand M. Fauchivier dit qu'il ne sait pas avec qui il discute, c'est parce que justement, ce n'est pas des délégués du personnel. Parce que les préoccupations syndicales sont portées essentiellement par les délégués du personnel. Donc, il se trouve simplement que ceux qui sont là, c'est des gens qui cherchent du travail au port. Et comme ils n'ont pas... Parce que le port aujourd'hui n'est pas compétitif, il n'y a pas de navire qui arrive pour faire en sorte qu'ils travaillent à plein temps. Ils ont des problèmes, puisqu'ils doivent d'abord travailler avant de gagner. D'où l'ouverture de l'assiette d'emploi. Je crois que c'est ça que M. Fauchivier explique en d'autres termes. Donc moi, je voudrais dire tout simplement qu'il y a des efforts qui doivent être faits pour que la place portuaire vraiment soit sécurisée, pour que la place portuaire donne cette envie à notre économie de se porter. Oui, je voulais juste dire qu'en fait, il y a eu peut-être un malentendu dans cette affaire qui est lié... vous savez... M. Edouard Fauchivier, qui est un ami, vous avez eu un ton assez dur vis-à-vis de ces grévistes-là, qui m'a amené qui m'a interrogé. Je me suis posé beaucoup de questions. Je ne vous reconnaissais pas. Comme quand vous teniez des propos, j'allais dire, presque inhumains à l'endroit de ces dockers. Mais puisqu'on les cherche pour discuter, on ne les trouve pas. Mais puisqu'ils sont devant vous, ouvrez une plateforme de dialogue. Mais Aimon, je dis encore, ils me suivent. Oui. Si demain, les délégués, les syndicats qui travaillent dans le domaine portuaire, ils savent comment on discute. Oui. Ils viennent, on va discuter. Mais quand vous avez quelqu'un qui dit qu'il est le porte-parole, le préfet du département du Vouri, le gouverneur convoque le directeur général du port, propriétaire de la place portuaire, convoque le monsieur, il arrive avec 2, 3... Il n'est pas propriétaire, il est gestionnaire. C'est pas ça le plus important. Donc, quand le directeur général lui dit, allez donc vous constituer, je viens de finir avec la partie patronale, constituez-vous, venez demain à 10 pour que ça soit du solide et vous venez autour de la table. Ils partent la nuit bloquer le port en disant que le directeur général du port lui dit n'importe quoi. Parce que le directeur lui a dit, venez avec des autres délégués. Pour le directeur général du port, c'était un délégué. On fera notre débat sur je vais juste terminer, chuter, en posant une question à Edouard Fauchivier. Avez-vous le sentiment qu'il y a dans l'ombre des gens qui tirent les ficelles? Il y a dans l'ombre, et nous le disons, pour que les Camerounais suivent et que les autorités comprennent, ceux qui tirent aujourd'hui la ficelle dans l'ombre, ils seront dénoncés. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui faire en sorte... Faire comprendre aux Camerounais que 3300 dockers travaillent tous les jours au port de Douala. Alors, je peux également retenir aussi. On va également retenir que le GEPAC a ouvert et que nous sommes disposés à tout ce qu'il y a comme dialogue et nous allons regarder tous ceux qui sont en train de... Je parle au nom du patronat portuaire en disant que l'emploi des dockers est sauvegardé. La preuve, c'est que ceux qui viennent, et nous sommes gênés aujourd'hui de voir que cette assiette aujourd'hui que nous avons demandé depuis des ans n'était pas en marche. Et nous croyons qu'avec le directeur Cyrus qui a compris que d'ici demain, quand il aura autour de la table des directeurs généraux qui travaillent dans le domaine portuaire, vous n'allez plus voir un docker. Améliorer leurs conditions de travail, c'est tout. Je voudrais que tu poses la question à M. Edouard Fauchivier qui nous dit s'il n'y a pas une corrélation entre la fin de son mandat avec tous ces mouvements d'humeur. Mais je suis en fin de mandat. Ceux qui pensent qu'ils peuvent revenir maintenant, s'ils veulent tirer, l'Assemblée générale va se tenir. Vous êtes candidat de tirer, puisque pour moi aujourd'hui, je ne reviendrai plus. J'ai apporté ma contribution. D'ailleurs, le président de la République l'a reconnu l'autre jour en m'élevant au grade d'officier
pour la participation, la contribution, n'est-ce pas, de la politique portuaire nationale. Alors merci monsieur Laurent Chivet, cette émission s'achève, merci à vous d'être venu, merci Alain Djipou. Vous mangez. Merci à vous, je vous en prie. Vous mangez et les bouquets sont rassasiés. Est-ce que M. Jean-Wafo peut me permettre de refermer cette émission? Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À toute l'équipe technique qui nous accompagne ce dimanche. Bon dimanche à tous. De notre interpellation, qu'est-ce qu'on a constaté? Que les gens bombaient le torse. Et voilà où on en est aujourd'hui. J'ai dit, le pouvoir gagnerait, et je le dis de façon grave, gagnerait, n'est-ce pas, à organiser une conférence constitutionnelle pour qu'on regarde, pour qu'on questionne une fois de plus la forme de l'État. Parce que le centralisme qu'on voit là, c'est juste un profit juste à un groupuscule d'apparatchiks qui a décidé, n'est-ce pas, de faire de la manne financière de l'État leur mamelle nourricière. Et c'est ainsi qu'ils sont en train de mettre en péril notre unité nationale. Je dis une fois de plus, si rien n'est fait, je dis bien si rien n'est fait, il risque d'avoir une déflagration de forte amplitude dont nul n'a absolument besoin. En ce moment sensible de la vie de notre nation, nous sommes attaqués de part et d'autre, par exemple, par des groupes terroristes tels que Boko Haram qui nous ont imposé la guerre. Alors, quand est-ce que nous sommes arrivés à cette situation? Quand est-ce que cela a commencé? Avec la crise anglophone, cette détérioration de l'unité nationale? Quand est-ce que cela a commencé selon vous? Non, mais ça a commencé depuis 1972. C'est vrai que ce n'était pas encore visible. Je parle de 1972 quand il y a eu un braquage constitutionnel. Parce que, voyez-vous, la constitution de l'État fédéral du Cameroun disait que toute modification qui porte atteinte à la forme de l'État est nulle et de nul effet, est irrecevable. En 1972, il y a eu un braquage constitutionnel, on est passé de la République fédérale du Cameroun à la République unie du Cameroun. Ça, c'est le premier braquage. Et bien plus tard, dans les années 1984, il y a eu un deuxième braquage constitutionnel. On est passé de la République unie du Cameroun à la République du Cameroun par une simple loi, ce qui est une hérésie juridique. Le problème s'était posé. Je me souviens que l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, est intervenu et le Cameroun, il a demandé qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Il a interpellé le président de la République, lui dit qu'il faut dialoguer avec la partie, donc avec, à l'époque, bref, moi je ne suis pas, pour moi le sécessionnisme est à proscrire, mais il avait demandé qu'il faut dialoguer avec le SNC. Bon, ça n'a pas été fait. Parce que voyez-vous, les gens disent que c'est un problème de gâteau national. Même si on prend dans ce sens, Madame Albertine Bichaka, est-il normal qu'un pays qui a consacré le biculturalisme, qu'un pays qui dans la Constitution a fait de l'anglais et du français des langues d'officielles d'égale valeur, que tous les ministères, je vais prendre un exemple, c'est moi, le gâteau national, ça me importe pas, mais puisqu'il faut qu'on en parle, je vais en parler. Tous les ministères en charge de l'éducation et de la jeunesse sont occupés par des francophones. Vous voulez que je cite? Je vais citer. Le ministère, je chute pas là. Je chute pas là. Très rapidement. Le ministère de la jeunesse, c'est un francophone. Le ministre de la jeunesse, c'est un francophone. Le ministre de l'éducation de base, c'est un francophone. Le ministre des enseignements secondaires, c'est un francophone. De l'enseignement supérieur, c'est un francophone. De l'emploi et de la formation professionnelle, c'est un francophone. Allons même au niveau de l'État, du protocole d'État. Allons là-bas. Très bien. Quand vous respectez les gens, je dis c'est des choses que je le dis actuellement. On reviendra. Je le dis, je ne l'ai jamais dit, mais je le dis aujourd'hui. Est-ce que je pèse mes mots? Si rien n'est fait, je dis bien dans l'urgence, il risque d'avoir une déflagration de forte amplitude dont nul n'a besoin. Est-ce que vous avez justement l'impression que cette 45e édition de la fête
de l'unité nationale était une édition différente des autres, avec peut-être des pesanteurs, forte tension. Est-ce que vous pensez que c'était une édition à la limite donc, de la célébration et que le Cameroun ne se porte pas très bien? Non, il faut dire la vérité. Pas que le Cameroun ne se porte pas bien, mais cette fête s'est célébrée avec, je peux dire, dans la douleur. Vous savez, de tout ce que viennent de dire les copanélistes, je retiens quelque chose de fort. Il ne peut pas avoir d'unité sans paix, comme il ne peut pas avoir de paix sans unité. Mais lorsque nous suivons le développement de cette problématique d'unité, c'est comme si l'unité doit être portée par le gouvernement. Et le gouvernement ici, c'est le parti c'est-à-dire que l'État central, je vais parler du président de la République avec ses acolytes autour. Voilà ce qui se dégage autour de cette table tout de suite. C'est comme si le précurseur de l'unité nationale, c'est le président Biya avec son gouvernement. Non! L'unité nationale, c'est nous tous. L'unité, le bien, le vivre ensemble. Le ton est donné par le pouvoir central, mais en réalité, le vivre ensemble, c'est une notion périphérique. Vous avez dit, il n'y a pas de problème entre l'anglophone de Bamenda. La preuve, c'est qu'au moment où je vous parle, mes deux filles me suivent à la télé, elles sont à Biya. Elles fréquentent là-bas, il n'y a pas de problème. Mais si le pouvoir central a hérité, parce qu'il faut dire la vérité, je croyais que M. Wafo devait le dire, nous héritons de quelque chose, cette division, c'est l'héritage colonial. Mais est-ce que nous l'avions géré de telle sorte que nous prenons possession de notre unité avec les composantes sociologiques que nous vivons? Parce que si ce n'était que le français et l'anglais, sans qu'il y ait derrière 300 ethnies, l'unité nationale ne devait pas avoir de problème. Aujourd'hui, même si c'est le Wafo qui arrive aujourd'hui au pouvoir et qui réfléchit comme ça, il n'y aura pas d'unité nationale. Regardez là où il est allé. Il est allé au niveau maintenant de la concentration du pouvoir central entre les mains des francophones. Ce n'est pas de ça qu'il faut. Aujourd'hui, si je fais la parenthèse pour dire 22 ministres de Macron contre 65 au Cameroun, vous-même, vous ne comprenez pas donc qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, je crois qu'il faut être sérieux aujourd'hui et s'interroger sur qu'est-ce que le pouvoir central aujourd'hui n'a pas fait pour que le vivre ensemble soit. Qu'est-ce que le politique n'a pas fait pour que le pouvoir, pour que l'unité, le concept de l'unité nationale soit. Lorsque Alain Djipou a développé la non-participation du SDF, mais je croyais que Wafo devait dire quelque chose. L'unité nationale, ce n'est pas le défilé, ce n'est pas la participation d'un parti politique. Mais curieusement, vous allez voir, dès qu'on va dire le financement, d'aller prendre l'argent de financement de partis politiques, le SDF va aller décharger. Vous voyez? Mais le SDF ne peut pas aujourd'hui, quand on a parlé de la paix, tel que M. Djipou l'a dit, ce développement de paix, les partis politiques, nous ne les avons pas vus, nous nous sommes interrogés autour de cet table pour dire qu'est-ce que les partis politiques font, puisqu'un parti politique est voué à diriger demain. Qu'est-ce que les partis politiques ont fait depuis que le septentrion est touché? Disons la vérité. Partout du RDPC en descendant dans les 300 partis qui vivent. Mais le problème, c'est d'arriver au niveau du pouvoir central. Et si vous arrivez au niveau du pouvoir central, après avoir fragilisé aujourd'hui le concept de l'unité nationale, donc je crois qu'il faut s'interroger et que ne pas ramener aujourd'hui le concept de l'unité nationale au défilé d'un parti politique, mais peut-être le premier parti politique de l'opposition qui en réalité n'apporte rien, puisque M. Wafo va jusqu'à vous dire, M. Wafo va jusqu'à vous dire que si on ne voit pas bien, il y aura une déflagration. C'est lui qui a dit. Monsieur, je vous ai dit déflagration. Mais par contre, M. Wafo oublie que... vous l'a dit. Monsieur Wafo oublie que lorsqu'on est un élu, le concept de discussion, c'est qu'il y a un couloir. Il parle en tant qu'un maire. Donc il participe à la gestion de ce pays. Le SDF participe à la gestion au niveau législatif, au niveau sénatorial. Les problèmes qui doivent se poser là-bas. Si, quand on a dit tout ce qu'il a dit, et qu'on démissionne, parce que si le SDF aujourd'hui, après avoir refusé de défiler pour l'unité nationale, refuse de participer au Sénat
au Parlement, nous allons prendre ça au sérieux. Parce que demain, je dis bien demain, quand il y aura financement de partis politiques, vous n'allez pas suivre le SRD. Nous n'allons pas prendre cet argent. Albert, Alain Djipo voulait réagir. Oui, je voudrais rapidement dire un mot à la suite de M. Edouard Fauchivé pour rappeler qu'on ne saurait dédouaner complètement le pouvoir central dans un contexte où la loi fondamentale du Cameroun dit très bien que le Cameroun était un État unitaire décentralisé. Et le problème avec cette affaire, c'est que le pouvoir central n'a rien fait justement pour accélérer la décentralisation. Parce que la décentralisation est, entre autres problèmes, qui constitue la résultante d'une certaine malgouvernance. Alors, je suis donc d'accord avec toi. Ça veut dire qu'il faut que, autour de la table, que nous attendons que plus que jamais, je suis de ceux qui pensent que la décentralisation est une solution. Il faut donc le dire. Et c'est pour ça que j'ai dit que pour ceux qui aujourd'hui concourent quand on est au Parlement et au Sénat et qu'on est dans les mairies, on doit bien revendiquer. Mais curieusement, le SDM ne revendique pas alors que la décentralisation profite à avait la parole encore. J'espère que j'aurai mon temps de parole. Et je poursuivrai donc en disant que le pouvoir central ne saurait être dédouané dans cette affaire. D'abord, un adage bien connu de tout le monde indique clairement que le poisson pourrit par la tête. Et donc, pour dire quoi? Pour dire tout simplement que la responsabilité de ce pouvoir central, c'est de faire en sorte que des actions soient implémentées au niveau local pour accélérer le développement. Parce que c'est ça qui fait en sorte que certaines fractures qu'on a dans la société se règlent. Le problème des anglophones, c'est beaucoup plus des problèmes de gouvernance que de vivre ensemble en réalité. Parce qu'en réalité, entre un Bamenda et un Yaoundé, comme on le dit vulgairement, moi je ne vois pas quels sont les problèmes que les deux entités pourraient avoir. Il n'y en a aucun. Mais seulement au plan politique, il y a des situations qui frustrent. Très bien. Et c'est au pouvoir central, n'est-ce pas, d'être présenté devant, d'assumer ces responsabilités-là. Et puis pour finir avec les partis politiques, je voudrais dire que effectivement, les partis politiques, c'est vrai, il faut le dire, n'ont pas pour vocation d'aller lutter contre le terrorisme dans les frontières. Ils ont pour vocation de proposer des alternatives. C'est-à-dire que quand le régime croulant du RDPC va débarrasser le plancher, qu'il y ait des solutions, qu'il y ait d'autres mécaniques qui vont se mettre en mouvement pour rapidement accélérer les choses et faire en sorte que le Cameroun vive dans le Vous avez dans le une minute pour répondre avant de passer à la parole à M. Kamila. J'ai entendu M. Edouard Fauchivé parler du financement des partis politiques. Je tiens d'abord à lui rappeler que le financement est issu, issu du trésor public. C'est-à-dire que c'est pas l'argent du RDPC qui finance les partis politiques. Du contribuable. Première chose, je vous en prie. Nous avons demandé depuis, même à l'Assemblée nationale, lors des questions orales aux membres du gouvernement, qu'est-ce qu'on attend pour mettre sur pied la commission chargée du contrôle, n'est-ce pas, de l'argent qui est débloqué dans le cadre du financement des partis politiques. Parce qu'il faut bien qu'on dise aux Camerounais, c'est extrêmement important. Première chose, j'ai vu des journaux. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, bienvenue une fois encore à cette émission Droit de réponse, votre émission de débat et de principe et de décryptage des principaux sujets parus dans la presse en semaine. Le Cameroun a célébré hier samedi la 45e édition de la Fête nationale de l'unité. Plusieurs sujets donc meublés cette fête dans la presse cette semaine, la presse qui est revenue sur cette fête de l'unité toute la semaine, mais également un peu avant, la plupart s'étant focalisés sur des questions liées au vivre ensemble et à la cohésion nationale. La presse donc a estimé cette semaine que l'unité nationale était peut-être un mythe et d'autres ont pensé que c'était une réalité. Ce sont des questions qui ont meublé les journaux toute cette semaine. La presse de manière globale s'accorde à dire que si cette unité
l'unité nationale a existé, elle est fortement menacée à ce jour et que la non-participation de certains partis politiques à la grande parade du 20 mai hier en est un indice. On parlera donc de cette unité nationale dans cette édition de Droit de réponse. Dans la presse cette semaine également, la grève des dockers au port autonome de Douala. Ces travailleurs manutentionnaires ont entamé depuis le 12 mai dernier une série de mouvements d'humeur pour dénoncer les conditions de travail précaires. Cette semaine, la presse est également revenue sur le sujet. Les mouvements d'humeur entamés depuis le 12 mai se sont poursuivis toute cette semaine et ces travailleurs sont sortis pour crier leur colère et demander que ces conditions de travail soient revues et également améliorées. Une situation qui est venue remettre au goût du jour la problématique de la précarité de l'emploi cette semaine. Voilà donc, mesdames et messieurs, les sujets qui vont nous accompagner durant toute cette émission de Droit de réponse. Mais vous le savez, avant de vous présenter le panel qui nous accompagne pour ce dimanche, on fait un tour de revue de presse avec Flavien Ndongo pour voir et comprendre comment est-ce que la presse a traité les sujets retenus. Bon dimanche à vous, Flavien. Bonjour et bonjour à tous les invités. Merci d'être avec nous. Alors on fait cette revue de presse, un grand zoom donc sur l'unité nationale, la 45e édition qui s'est célébrée hier avec des questions autour de la cohésion nationale, du vivre ensemble, mais également la grève donc des dockers, je le disais, qui est venue remettre au goût du jour la question de la précarité de l'emploi au Cameroun. Alors, voyez-vous, la presse parlait déjà ou donnait les couleurs même de cette célébration. Alors, la célébration, en tout cas du 20 mai, il y a quelques jours, donc tout au long de la semaine qui s'est écoulée, la presse cette semaine, la Nouvelle Expression notamment, fait savoir que le Social Democratic Front a rabroué le sous-préfet de Mbanga qui a voulu donc imposer le défilé du 20 mai donc aux élus locaux du Social Democratic Front qui avaient, selon la hiérarchie de leur parti, annoncé le boycott du défilé cette année encore. Le président régional du Social Democratic Front pour le littoral n'a pas digéré que le sous-préfet de Mbanga abuse donc de son autorité à ce sujet. Une leçon de l'éducation civique et même du civisme a été donnée donc à l'autorité administrative par le député social-démocratique Front du Voirie-Est. Info Matin, le sous-préfet a donc évoqué le décret du 16 septembre 1976 fixant les règles de protocole à observer en matière de cérémonie publique pour expliquer sa position vis-à-vis donc du social-démocratique Front qui a annoncé le boycott du défilé du 20 mai. Une position balayée du revers de la main par la hiérarchie du Social Democratic Front pour le littoral. Le journal SDF Echo a donc d'ailleurs proposé tout un dossier pour donner les raisons et même la non-participation de ce parti politique au défilé du 20 mai. Pour SDF Echo, on ne peut pas parler donc de l'unité nationale alors que toutes les régions du Cameroun ne sont pas en paix. Le chairman dans le journal évoque même la crise anglophone et même la question de l'insécurité au Cameroun qui sont entre autres donc des facteurs défavorisants de l'unité nationale. L'œil du Sahel, pour sa part, parle donc des entorses qui entachent d'ailleurs l'unité nationale, le repli identitaire, le déséquilibre entre les régions qui constituent donc ces entorses qui mettent en mal la cohésion nationale. Dans les réactions donc proposées par l'œil du Sahel, professeur Claude Abbé, sociopolitiste, révèle que l'unité nationale reste encore une donnée donc à construire dans notre pays. La Nouvelle Expression, dans l'une des séparations de cette semaine, voyez-vous, Albertine parlait donc de cette difficulté rencontrée par les populations, parlant notamment de l'unité nationale et même de la cohésion et même du vivre ensemble aussi. Le journal cite donc la désinformation d'abord, et parle également de discrimination aussi, avec notamment des frustrations et même l'injustice qui, selon le journal, sont des cailloux qui freinent donc l'unité nationale. Et c'est ce qu'on a pu constater lors de cette célébration. C'était samedi dernier, c'était le 20 mai. Info Matin, dans l'une des séparations également de cette semaine, en parlant donc de l'unité nationale, a demandé si c'est un mythe, si c'est donc un mythe ou une réalité. Donc, comme pour dire que les revendications des enseignants, des médecins, des avocats ne sont que des facteurs des risques de la non-existence de l'unité nationale au Cameroun. Le journal Info parle plutôt donc et aller chercher dans les tréfonds même de ce que Amadou Ahidjo avait laissé, l'ex-président du Cameroun, qui proposait donc comme solution pour mieux asseoir l'unité nationale à travers donc le bilinguisme et le multiculturalisme, tout en rappelant que le problème anglophone existe depuis des années. Le journal L'Info a donc proposé le discours du président Ahidjo
pour faciliter donc la compréhension de ce sujet donc aux téléspectateurs. Des déboires que le Cameroun traverse aujourd'hui en ce moment, un discours prononcé le 24 juin 1977 lors de l'inauguration du lycée bilingue de Yaoundé. Donc voilà un peu ce que la presse a pu dire sur cette question de l'unité nationale, le traitement diversement fait par les journaux de cette semaine qui s'achève. Autre sujet, le second bien entendu de cette autre édition de Droit des réponses, c'est également la grève des dockers au port autonome de Douala. Voyez-vous Albertine, la presse écrite donc ne s'est pas trop intéressée à cette autre grogne, mais le journal L'Info dit connaître donc les instigateurs même de cette grève des dockers au port autonome de Douala. Pour l'hebdomadaire, les aconniers nationaux, le secrétaire général du JPAC et certains même leaders des syndicats bénéficiaires donc du trafic des cartes blanches sont accusés de financer la grève qui secoue le port autonome de Douala depuis quelque temps. C'est pratiquement tout un dossier que le journal a proposé cette semaine pour faciliter la compréhension également de ce sujet donc aux téléspectateurs et même aux lecteurs aussi. Voilà ce que la presse propose et j'imagine qu'au cours de cette édition, vous parlerez également de l'insécurité avec notamment l'attentat suicide survenu vendredi donc dans l'extrême nord et aujourd'hui ça fait pratiquement 3 ans que le Cameroun vit donc dans cette situation. Ça fait problème, il faut faire le point. Exactement, Flavien Dongo, merci pour cette revue de presse et comme vous l'avez dit, nous ferons donc un clin d'œil à ces forces de défense qui sont engagées dans la lutte contre Boko Haram depuis 3 ans et justement on parlera de cet attentat survenu vendredi encore à l'extrême nord du pays. Et ce sera bien sûr avec nos panélistes de ce dimanche. Je m'en vais vous présenter donc ces panélistes-là. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir ce jour Édouard Fauchivé. Bonjour et merci d'être sur notre plateau. Merci de nous avoir. Alors, vous êtes économiste des transports, président du GEPAC, le groupement professionnel des aconniers du Cameroun, également militant du RDPC. C'est ça, c'est ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-Robert Wafo, bonjour et merci d'être là. Bonjour Albertine, bonjour à tous les spectateurs de Droit de réponse. Vous êtes ministre du Shadow Cabinet, ministre de l'Information et des Médias du Shadow Cabinet, adjoint au maire de la commune de la 2e, militant du SDF. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alain Djipou, bon dimanche à vous. Bon dimanche Albertine et bonjour à tous vos téléspectateurs. J'ai été encore une fois ravi par votre invitation, surtout que celle-ci arrive dans un contexte où je viens d'être auréolé meilleur journaliste de la presse écrite l'année 2016. Donc, je commençais à me poser des questions. Pourquoi je ne suis pas passé à votre réponse depuis un certain temps, alors que je viens de recevoir un prix. Donc, je crois que l'affaire est réparée. Nous rattrapons très bien. Félicitations à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous l'avez dit, vous êtes journaliste, vous êtes d'ailleurs grand reporter et vous êtes en service au quotidien Le Messager. C'est bien cela. Alors, il est toujours avec nous ce dimanche. Bonjour Edmond, merci d'être là. Bonjour Albertine, je salue les copanélistes et je félicite mon ami et confrère, n'est-ce pas, Alain Djipou pour le prix qu'il a reçu et qui fait la fierté, n'est-ce pas, de ce métier. Alors, pour ceux qui ne savent pas, vous êtes consultant pour notre émission Droit de réponse. Vous êtes également journaliste émérite en service donc à la nouvelle expression chef service politique et politique internationale. C'est le cas. Nous allons aller très rapidement sur ce sujet qui concerne l'unité nationale. Nous le disions tout à l'heure, le Cameroun a donc célébré hier la 45e édition de la fête de l'unité nationale. Je le disais, l'édition 2017 du 20 mai s'est célébrée dans un contexte marqué par plusieurs tensions, non seulement ces tensions dans la partie anglophone du pays, mais également plusieurs tensions sociales, marquées donc par des revendications à n'en plus finir dans quasiment tous les corps sociaux. La cerise sur le gâteau cette année, c'était donc cet appel à la non-participation au 20 mai, lancé par quelques partis politiques de l'opposition qui n'ont donc pas pris part à la parade hier. Une atmosphère qui fait dire à plusieurs observateurs que plus que jamais l'unité nationale est à rude épreuve au Cameroun. Edmond Kamga, on va commencer avec vous. Alors, toute cette semaine qui s'achève, je le disais, la presse est revenue sur cette 45e édition de la fête de l'unité nationale. Et globalement, elle s'accorde sur le fait que l'on traverse une période très délicate. Parlons justement de cette unité. Est-ce que vous êtes d'accord avec la façon dont la presse a axé ses analyses cette semaine? Vous savez, la presse est le pouls de la société. C'est comme un miroir que l'on présente dans la rue et qui reflète en réalité la température de la société camerounaise. C'est dit qu'en réalité, la presse camerounaise, dans son ensemble, presse privée,
presse d'État, médias publics. Ils ont analysé les situations, parce que les situations sont nombreuses. Elles sont sociales, elles sont politiques, elles sont économiques. Et cela a trait globalement au vivre ensemble, pour l'essentiel, depuis plusieurs mois dans ce pays. Ces situations ont également un lien direct avec la situation économique que traverse le Cameroun et qui a un impact grave sur la gestion au quotidien, la réalité que vivent les parents d'élèves, que vivent les ménages, parce que le panier de la ménagère est de plus en plus sobre, n'est pas assez fourni. Il y a les produits de première nécessité dont les prix augmentent encore au lieu de baisser. Il faudrait que de ce côté-là, quelque chose soit encore fait. Il y a également, sur le plan politique, et c'est ça le plus intéressant aujourd'hui, avec ce qui est convenu d'appeler la crise anglophone, qui est en réalité un problème national, je l'ai déjà dit sur ce plateau, pour exprimer, n'est-ce pas, et ce que la presse a dit, parce que la presse a davantage commenté et questionné l'unité nationale au Cameroun. Est-ce que les Camerounais sont unis ou pas? Une bonne partie de la presse, notamment la presse privée, donne la parole aux experts, aux partis politiques, aux membres de la société civile, qui démontrent pour la plupart qu'il va falloir repenser l'unité nationale au Cameroun, qu'il va falloir ouvrir un débat, qu'il va falloir amener les Camerounais à vivre dans la cohésion sociale, qui n'existe plus. Il y a comme une fissure dans la société de plus en plus. Et par contre, les médias publics, notamment la CRTV et Cameroun Tribune, pour l'essentiel, ont fait une série de reportages ces derniers temps pour démontrer que le vivre ensemble est réel, qu'il n'y a aucun problème. Ils ont même répondu à des questions qui n'étaient pas posées, parce qu'en réalité, francophones et anglophones n'ont aucun problème. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun problème. C'est dans les relations, c'est dans les rapports entre les populations dites anglophones et l'État ou le gouvernement qu'il y a un problème. Et ces problèmes ont été suffisamment posés par les leaders anglophones. C'est là que se pose le problème. Alors, Alain Djipo, est-ce que vous êtes, vous aussi, d'avis selon lequel l'unité cette année, ou alors la fête de l'unité, s'est célébrée sous fond de désunion? C'est ce qu'on a pu lire dans certains journaux. Oui, bien évidemment, c'est malheureusement le constat qu'il faudrait faire, parce qu'on est dans un contexte de célébration marqué par des menaces, marqué par une tension sociale, marqué par des attaques au niveau des frontières. Et donc, la désunion, oui, surtout au plan politique, pour indiquer que c'est pas l'harmonie, c'est pas la symbiose entre les forces vives politiques de ce pays et l'État de Cameroun. Vous savez très bien que la célébration de cette 45e édition de la fête de l'unité nationale a été marquée par le boycott, il faut le dire, du Social Democratic Front, le principal parti de l'opposition au Cameroun. Et donc, les SDF qui voulaient marquer d'une pierre blanche sa désapprobation de la manière avec laquelle ce pays est dirigé. Il y a un certain nombre de problèmes dont le régime de Yaoundé n'arrive pas à trouver des solutions idoines. Et cela pose des problèmes aux SDF qui préfèrent ne pas aller dans les festivités, dans les parades, et plutôt essayer de marquer d'une pierre blanche cette célébration en décidant de ne pas prendre une part active au défilé et à tout ce qui va avec, comme il en est du 20 mai comme du 27e anniversaire de ce parti politique. Et donc, on a eu effectivement le sentiment que l'unité a été considérée comme factice, mais dans le fond, en allant dans le fond des choses, on s'aperçoit que c'est la désunion, il y a des menaces graves qui attentent même à cette unité. La paix est fragilisée au Cameroun, il faut le dire. Dans tous les domaines, c'est des tensions. Hier, c'est les avocats, avant-hier, les enseignants, aujourd'hui, les dockers, peut-être demain encore, les médecins, les journalistes aussi ne sont pas épargnés. Donc, vous voyez, le tissu social est fragile et cela découle, n'est-ce pas, des fractures sociales également qui sont importantes dans ce pays. Parce que, à l'heure où nous parlons, figurez-vous, l'hôpital général de Yaoundé, l'hôpital général de Douala, n'a pas tous les consommables nécessaires pour ne serait-ce qu'assurer des dialyses à des personnes qui sont dans la nécessité de le faire. Et donc, face à cette situation, on ne peut qu'être en crise, on ne peut être qu'en harmonie avec les pouvoirs publics qui vantent l'unité nationale, qui vantent la paix sociale au Cameroun. Alors, est-ce que la paix sociale
et l'unité, c'est pas un peu... Est-ce que les deux choses vont forcément ensemble? Ça devrait aller ensemble parce qu'il n'y a pas d'unité sans la paix, il n'y a pas la paix sans l'unité. Je voudrais indiquer tout simplement que, en fait, il ne faut pas qu'on comprenne ça comme des slogans. Ça ne devrait pas être des slogans politiques ou bien des slogans creux. Notre vivre ensemble, c'est un atout que le Cameroun a toujours su préserver. C'est-à-dire que du nord au sud, de l'est à l'ouest, on se comporte comme des fils de ce pays, anglophones ou francophones. On est d'abord des Camerounais. Et donc maintenant, le problème c'est que les pouvoirs publics font tout et tout, malheureusement, je suis désolé de le dire ainsi, pour que cette unité-là soit fragilisée. Il n'y a pas des actions efficaces pour consolider ces acquis chèrement, effectivement, capitalisés. Donc moi je voudrais dire que, en fait, si rien n'est fait, le Cameroun est prêt à exploser sur le plan social, sur le plan politique. C'est tendu partout. Jean-Robert Wafo, justement, c'est un indice que la presse a soulevé cette semaine pour traiter justement les arguments selon lesquels l'unité nationale est mal, la non-participation du SDF à la parade du 20 mai hier. Est-ce que vous pensez que votre message est passé? Le message que vous voulez faire passer en ne participant pas à cet événement? Le message est passé auprès des personnes humainement bien constituées. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si vous êtes humainement bien constitué, si vous êtes un humain, si vous êtes un Camerounais, n'est-ce pas, bien constitué, c'est clair que le message est passé. Non mais écoutez, l'unité nationale se construit, n'est-ce pas, sur la base des réalités historiques, des réalités de notre histoire, des valeurs qu'on partage, ainsi que d'une vision consensuelle du futur. Mais on constate depuis que nous avons en face de nous un pouvoir arrogant, un pouvoir autiste, qui feint d'ignorer les véritables solutions, n'est-ce pas, pour décrisper, n'est-ce pas, le problème anglophone. Parce que, voyez-vous, quelqu'un l'a dit sur le plateau, il n'y a pas de problème entre anglophones et francophones. Le problème, c'est entre les anglophones et même les Camerounais et le système gouvernant. C'est là où il y a le problème. Parce que, voyez-vous, nos compatriotes anglophones, ils ont raison de se plaindre. C'est vrai que le problème est général, mais il ne faudrait pas banaliser, généraliser, comme on l'a fait par exemple en créant la commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Notre position, c'est-à-dire que de ne pas participer à ce défilé, est une grave interpellation, n'est-ce pas, à l'endroit du système gouvernant qui refuse de comprendre que si rien n'est fait dans l'urgence, il y aura une escalade irréversible. Quand ce problème a commencé, nous avons dit qu'il faut faire attention.